Alors c'est vrai que j'ai dit aux téléspectateurs que j'arrêtais le programme, mais moi intérieurement j'ai pensé que j'arrêtais la télévision. Il nous a fait rire, il nous a fait pleurer, il nous a fait rêver. Frédéric Lopez est mon invité cette semaine. En même temps, quand on est traité de bon à rien, soit ça nous brise, soit c'est un moteur. C'est une manière de dire ah ouais, tu vas voir. C'est même là où le psy va me dire bon, vous aimez quoi dans la vie? Je dis les voyages. Il me dit bah faites une émission de voyage. Et j'ai inventé un rendez-vous en terre inconnue. Et j'étais très 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 heureux de faire ça. Là j'étais payé, mais j'aurais payé pour le faire. Rendez-vous en terre inconnue nous montre ce qu'on voit pas sur les chaînes d'infos. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a des gens formidables partout sur Terre. Et je crois qu'on a le besoin de voir des vraies personnes qui nous racontent des vraies histoires. Pour moi c'est important d'entendre que tout est possible. Et d'ailleurs à la seconde où on se parle, il y a plus de choses qui vont bien sur Terre que de choses qui ne vont pas bien. Rendez-vous en terre inconnue, un dimanche à la campagne. Frédéric est devenu une figure incontournable du paysage médiatique français. À chaque fois que tu croises quelqu'un, cette personne a déjà traversé l'enfer plusieurs fois. Mais j'étais hyper empathique. Et c'est une sorte de maladie que je connaissais pas. J'en ai fait un métier, parce que je dis souvent en terre inconnue, un lever de sourcil, ça me fait un quart d'heure de programme. Quels enseignements Frédéric retire-t-il de ses 30 années d'expérience en télé? Et surtout, qui est vraiment l'homme derrière le journaliste? Pourquoi la Terre a porté Hitler et Mandela? Si quelqu'un est humilié, il devient dangereux. Quand on se quitte à la fin, c'est un déchirement terrible, parce que c'est pas au revoir, c'est adieu. Et c'est pour ça que j'ai arrêté Rendez-vous en terre inconnue. Parce que j'en avais marre de dire adieu. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Frédéric Lopez. Bonjour Frédéric. Salut, comment tu vas? Ça va très bien et toi? Très bien. Bienvenue sur InPower. Merci de me recevoir. Je suis ravie de t'accueillir. On accueille aussi Piccolina, qu'on verra sûrement à un moment donné. Oui, on va la présenter, c'est la chienne, pour ceux qui voient. Pour ceux qui ne la voient pas encore. Big up à Ariel, déjà qui nous a mis en relation. Ariel Renou, je mettrai le nom de sa boîte dans la barre de description en remerciement. Ouais, j'avais envie de parler de pas mal de sujets avec toi. J'avais envie de parler de l'évolution des médias, j'avais envie de parler de ce qui t'anime, de tes peurs, de tes rêves, de ce passage en fac de médecine. Bon, beaucoup de sujets, un beau programme, mais avant de commencer, la première question que je pose à tous mes invités, c'est de se présenter de la manière dont ils le souhaitent. Moi, j'aime bien me présenter sans parler de ce que je fais dans la vie. Parce que souvent, on se confond avec ce qu'on fait. Donc moi, je suis un gars plutôt curieux, qui aime l'aventure. L'aventure physique, j'ai eu la chance de parcourir le monde, et puis l'aventure intérieure, c'est un truc qui me fascine. Et voilà, j'ai le goût des autres. Je crois que c'est jusqu'à mon dernier souffle. Et j'adore tout ce qui est nouveau, tout ce que je connais pas. Donc si tu m'envoies ou tu m'emmènes dans un resto que je connais pas, je vais adorer. Un pays que je connais pas, je vais adorer. Un ami que je connais pas, je vais adorer. Voilà, je suis assez fasciné par la diversité qu'offre le monde dans lequel on est. Quand est-ce qu'a commencé ton aventure intérieure? Sur le tard. Enfin, j'ai fait un vrai travail, moi, chez le psy à l'âge de 35 ans, alors que je conseillais à tout le monde d'aller voir un psy avant. Et quand on me disait « Et toi ?» Je fais « Non, moi j'ai tout compris. » Évidemment que non. Mais en revanche, non, je crois que c'est de toujours, et je me souviens pas tellement. Je me souviens juste que quand j'avais 20 ans, j'ai rencontré la mère de mon fils, avec qui je suis resté 15 ans. Et à l'époque, on allait dîner chez des amis, et je leur posais tellement de questions qu'à la fin, elle repartait, elle me faisait un débrief dans la voiture, elle me disait « Non mais un dîner, c'est pas une thérapie de groupe. Hein. » Donc je pense que je devais poser beaucoup de questions. Déjà, j'étais assez fasciné par le parcours des autres, parce que je me nourris du parcours des autres en fait. Pourquoi tu penses que tu as attendu aussi longtemps avant d'entamer cette recherche intérieure? Alors si on parle de la thérapie, je pense que comme tous les gens qui n'y vont pas ou qui n'osent pas y aller, bon, évidemment il y en a qui pensent qu'ils n'en ont pas besoin, mais c'est aussi parce qu'on a toujours peur d'ouvrir la boîte de Pandore. Parce que quand on a traversé des choses pas cool et que du coup on est en train de surmonter tout ça, on a l'impression qu'on avance et on voit pas pourquoi on reviendra en arrière. C'est un peu ça qui m'avait freiné. Et puis finalement j'ai eu raison de le faire parce que ça m'a aidé à avancer encore plus libéré. Il y a eu un élément déclencheur à ce passage à l'acte? À la première séance? Alors, j'avais 35 ans, je crois que c'était l'année de ma séparation avec la mère de mon fils. Et je crois que c'est l'année où j'ai été au chômage aussi. Et il s'est passé beaucoup de choses. Ouais. C'est une belle année. Ouais, une belle année. Mais il y a souvent un tant mieux dans un tant pis. Et donc, du coup, dans cette thérapie, c'est même là où le psy va me dire « Bon, vous aimez quoi dans la vie ?» Je dis « Les voyages. » Il me dit bah, « Faites une émission de voyage. » Et j'ai inventé un Rendez-vous en terre inconnue, qui deviendra l'émission préférée des Français. Donc, c'est venu d'une crise, en fait, tout ça. Tu dis que généralement, quand on a vécu des choses difficiles, on n'a pas forcément envie de revenir dessus. Qu'est-ce que tu as vécu de difficile qui a marqué ton enfance? Alors moi, je suis assez pudique là-dessus aujourd'hui parce que il se trouve que c'était une relation compliquée avec mon père et il se trouve qu'aujourd'hui, au moment où on se parle, il a 81 ans et je m'entends très très bien avec lui. Donc je démarre par la fin exprès. Ouais, non, c'est porteur d'espoir. Et en fait, aujourd'hui, mon père, c'est la personne la plus attentive à mon sujet. Quand je sors dans le jardin, même en plein été, le soir, comme ça, il me suit avec une veste pour être sûr que j'ai pas froid. Quand on se sert à manger, il vérifie que je me sers une deuxième fois. Donc, quelqu'un de très attentif. Et donc, je l'aime beaucoup. C'était le contraire avant l'âge de 15 ans. C'est quelqu'un qui était très sévère, très dur, qui m'appelait le bon à rien. Donc, quand on est gosse, on le croit.
C'est pour ça qu'il va falloir que j'attende 35 ans pour découvrir que c'est pas vrai. En même temps, quand on est traité de bon à rien, soit ça nous brise, soit c'est un moteur. C'est une manière de dire, ah ouais, tu vas voir. C'est là la vraie inégalité pour moi sur Terre. Il y en a plein, mais celle-là, on ne parle pas souvent, c'est comment on réagit face aux épreuves. Donc du coup, voilà, il y a eu cette enfance-là où c'était au-delà des crises, et donc voilà, des moments difficiles. Il y avait, j'ai remarqué, ça j'ai compris en thérapie, entre les crises. Finalement, on n'est jamais tranquille. On est toujours extrêmement tendu, très attentif, et un peu comme les animaux, je pense à ma chienne, qui elle sait quand on s'en va, elle sait parce qu'elle est tout le temps en train d'observer. Et donc quand on grandit comme ça, on devient très 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 observateur de tout, du moindre lever de sourcil. J'en ai fait un métier, parce que je dis souvent en terrain inconnu, un lever de sourcil, ça me fait un quart d'heure de programme. Parce que je suis connecté aux invités, et quand il lève le sourcil, c'est qu'en général, il se pose des questions, et les questions qui se posent, en général, elles intéressent tout le monde. Pourquoi t'as pas été psy ? Alors c'est rigolo que tu dis ça parce qu'en fait, je crois que j'ai été attiré par l'aventure, le voyage, et c'est pour ça que j'ai été journaliste. Mais peut-être que, là j'ai 56 ans, mais peut-être qu'en vieillissant, je passerai les diplômes nécessaires et peut-être que je deviendrai. Je crois que j'aime beaucoup l'idée, en tout cas, d'aider en fait. Tous les programmes que j'ai faits avaient un message subliminal. Les gens dans la rue, quand ils me parlent de terre inconnue, ils me disent merci. Alors au début, j'entendais bravo. Mais il disait merci. Et en fait, je leur dis merci de quoi ? Il me dit, vous donnez de l'espoir. Rendez-vous en terre inconnue nous montre ce qu'on ne voit pas sur les chaînes info. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a des gens formidables partout sur Terre. Quand je fais un dimanche à la campagne, où je demande à des artistes de raconter leur histoire, comme tu es en train de le faire, je crois que pour les mêmes raisons que toi d'ailleurs, pour moi c'est important d'entendre que tout est possible, qu'on peut surmonter les épreuves et qu'on peut réaliser ses rêves, que c'est possible. Donc c'est peut-être ça qui nous relie alors qu'on ne se connaissait pas. Donc du coup, je crois que je l'ai fait d'une autre manière. Plutôt que d'avoir quelqu'un en individuel, où là c'est un travail profond, c'est un travail plus subliminal, mais du coup que ça s'adresse à plus de gens. Tu peux nous parler de tes débuts en tant que journaliste ? Quelle était ta mentalité et en quoi elle a évolué ? Alors moi, j'ai été très anxieux quand j'étais jeune, et quand j'ai fait cette école de journalisme à Paris qui s'appelle l'Institut pratique de journalisme, la plupart de mes potes ont été pigistes, donc c'est comme ça dans le métier, on travaille à la prestation, on est payé à l'article, et donc on démarre comme ça, il faut accepter la précarité du début. Et moi, j'avais pas de logement à Paris. J'avais été hébergé par un pote. Moi, j'ai grandi en province. J'ai beaucoup déménagé, mais on va dire que j'ai fait... C'est vrai que tu devais t'identifier, toi, à une zone de cœur. Ben justement, je suis chez moi nulle part, mais je suis bien partout. C'est pas mal. C'est vrai. J'ai déménagé 19 fois avec mes parents, donc on va dire j'ai fait l'enfance en Normandie et l'adolescence dans le sud. Et donc voilà, donc moi je cherchais un contrat à durée indéterminée, un CDI dans le journalisme. Ça n'existe pas. Et le seul que j'ai trouvé, c'était Autoroute Info. Sauf qu'à l'époque, ça n'existait pas, on était des pionniers, donc c'était sur 50 km d'autoroute. Ça veut dire que toutes les 7 minutes, je disais, tout va bien sur l'autoroute A40, la circulation est fluide. Moi, j'avais qu'un tout petit accident, pas grave, pour que j'ai un truc à raconter. Et donc voilà, donc je suis resté 1 an, et après, j'ai démarré à la télévision locale de Lyon. Et là, j'ai passé 3 ans, puis LCI, la chaîne info, qui était à l'époque la première chaîne info en France, et puis ensuite France 2. Et donc, mon état d'esprit du début, un manque de confiance en soi. Quand on démarre, on ne sait pas. Ah, tu vois, je suis épaté, à 26 ans, tu as beaucoup d'aplomb, même si je sais que la confiance en soi, c'est autre chose. Mais en tout cas, tu as un aplomb que moi, je n'avais pas. Mais je pense que c'est générationnel, là aussi, que je n'avais pas à 26 ans. Et donc, du coup, j'étais exalté de pouvoir interviewer des gens. Je faisais une émission à la télé locale de Lyon qui s'appelait, je l'avais appelée « La vie d'en face ». Parce que quand vous regardez par la fenêtre, des fois le soir, vous voyez la lumière allumée en face et vous savez pas ce qu'ils ont traversé les gens, ce qu'ils vivent et tout. Et c'est cette part d'universalité qui me fascinait. Donc c'était une émission de témoignage en fait. Et il y avait des gens qui me racontaient leur histoire et voilà. Et j'étais très 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 heureux de faire ça. Là j'étais payé, mais j'aurais payé pour le faire. Je crois que c'est là qu'on sait qu'on tient sa voix, si voix il existe. Ah oui, je me suis senti à ma place assez vite. Je t'ai entendu dire plusieurs fois que ce qui t'obsédait, c'était le storytelling. Et je me demandais ce que t'entendais par là et pourquoi ça t'obsède. Il y a 2 définitions. C'est-à-dire qu'il y a le père de Michelle Obama disait toujours à sa fille, n'oublie pas que quand tu parles à quelqu'un, derrière cette personne, il y a le fil invisible de son histoire. Donc ça, c'est vrai pour tous les gens que tu croises dans la rue, quand tu vas dans un restaurant, des restaurations rapides, quelle que soit la personne que tu vas croiser quelques secondes, il y a le fil invisible de son histoire. Ça, c'est un truc qui me fascine et qui me bouleverse. Je me permets de t'interrompre, mais qu'est-ce qu'il sous-entend en disant ça, dans le sens où, certes, on peut en avoir conscience, mais comme on ne peut pas savoir qu'est-ce qui se cache derrière ce fil invisible, est-ce que ça change vraiment la façon dont on va s'adresser à lui ou à elle ? Ça change parce que des fois on peut rencontrer quelqu'un alors que nous on était de bonne humeur, cette personne ne l'est pas. On ne sait pas ce qu'elle a vécu dans la journée.
On ne sait pas ce qu'elle a pris au téléphone ou en vrai, etc. Donc en fait, ça ne veut pas dire que cette personne est une mauvaise personne. Ça veut dire que ce jour-là, elle n'avait pas envie d'être sympa, elle n'avait pas envie d'être sociable. Et donc du coup, quand on a quelqu'un en face, elle n'est pas née 15 secondes avant. Elle est née il y a très longtemps. Elle a vécu plein de choses. Et puis même des gens avec qui on travaille, qui ont des réactions qu'on ne comprend pas toujours. Là aussi, il y a le fil à visite de leur histoire. Ça, c'est une première chose. Et c'est aujourd'hui ma passion, parce que c'est ça que je fais à la télévision. J'interviewe des gens sur leur histoire. Ensuite, peut-être, je ne sais plus à quel moment je l'ai employé. Quand j'ai parlé de storytelling, c'était l'idée que moi, mes émissions, elles sont parfois comme toi, c'est-à-dire c'est des gens assis sur un canapé. Donc, pour captiver les gens comme une série télévisée le ferait, c'est le storytelling. Alors, dans mon cas, le dimanche à la campagne, on raconte leur histoire depuis le début. D'abord, on parle du début, là où ils en sont. Là, vous avez eu 4 victoires de la musique, 2 César. Flashback, où est-ce que vous avez grandi ? Et on raconte tout ce qu'ils étaient avant d'être des stars. C'est-à-dire comment ils étaient enfants, comment ça s'est passé à leur début, etc. Et donc, c'est vrai que quand on change de décor, donc on change de partie d'interview, il y a toujours un petit truc de suspense. Ce qu'on appelle aux États-Unis les cliffhangers. C'est-à-dire à la fin de la série, tac, il y a un truc qui fait qu'on va recliquer pour l'épisode d'après. Et donc, voilà, c'est plutôt un jeu, parce que je le fais exprès, je les interromps plein milieu d'un truc, et les autres font « Ben non !» Je fais « Bah si, plus tard !» Donc, voilà, c'est cette idée du storytelling. Tu te considères en concurrence, alors sans aucune connotation. Avec personne. Non, mais alors c'est pas toi personnellement. Je veux dire, quand tu dis qu'ils sont sur un canapé, que finalement il faut être aussi attractif qu'une série Netflix, est-ce que tu considères qu'aujourd'hui ces programmes-là, j'ai envie de dire, je sais pas comment on pourrait les qualifier, mais qui apportent quand même une réelle valeur ajoutée, mais qui sont pas de la fiction, sont quand même de facto en compétition avec toutes les séries qu'on peut voir sur Netflix ou autres plateformes, parce que mine de rien, il y a quand même une économie de l'attention, et l'attention qu'on accorde un programme, c'est une attention qu'on n'accorde pas à une autre. Et comment est-ce que ça influe sur les programmes que tu décides de faire ou non ? On aurait pu s'inquiéter, enfin je parle des gens qui font mon métier, en se disant d'un coup maintenant les gens veulent voir que des séries, que ce soit les anciens sur France 3 ou que ce soit sur Netflix ou les autres plateformes. Et à la fois, il y a une explosion de ce qu'on est en train de faire là, des podcasts avec des gens justement qui ont leur sujet de préoccupation, ce que je t'ai demandé tout à l'heure, c'est quoi qui t'intéresse, et qui vont aller chercher chez les autres, qui vont... Et il y en a beaucoup, d'ailleurs, à une époque, on disait, oui, alors les gens ont très peu de capacité d'écoute, c'est que des petites... Et puis finalement, tu m'as dit qu'on allait faire 1h30. Donc, tu vois, les deux existent. Et puis c'est vrai qu'à force de regarder des séries, c'est super captivant. Mais à un moment donné, c'est des personnages de fiction. Et je crois qu'on a le besoin de voir des vraies personnes qui nous racontent des vraies histoires, parce qu'il y a une part d'universalité, encore une fois, dans ce que les gens racontent. Donc, je crois que les deux existent. Et je sais pas si ça m'a influencé dans mon travail. Moi, je suis sur la télé des dinosaures, c'est-à-dire on dit que la télé va mourir, bon, elle est toujours là, hein, et la chance qu'on a, c'est de pouvoir parler à 2 millions de personnes en même temps. Et donc, c'est extraordinaire d'imaginer que les gens viennent à un rendez-vous comme ça, le dimanche après-midi, dans mon cas, à 4 heures. et donc, du coup, c'est quelque chose qui est assez fascinant, justement, qu'on soit tous au même rendez-vous. Quelle est l'émission de télé, hors celle que tu as toi-même réalisée, mais quelle est l'émission de télé qui t'a le plus marqué ? Moi, c'était Ushuaïa. Quand j'étais jeune, c'était Nicolas Hulot qui présentait ça sur TF1. Il était tout seul face caméra. Il était suspendu dans un deltaplan, mais sur un deltaplan, il disait « Bonsoir, bienvenue sur TF1 ». J'ai l'impression qu'il s'adressait à nous parce qu'on était des millions à regarder. Hein, alors que lui, en vrai, il était tout seul dans les airs au moment où il disait ça. Et voilà, il avait cette passion de rendre la nature merveilleuse, d'émerveiller les gens. Parce que quand on est émerveillé, on a envie de protéger. Donc voilà, c'était vraiment au moment où on ne parlait pas encore autant d'écologie. Et j'adorais ça, et j'adorais ses voyages, et il m'a beaucoup, beaucoup inspiré. Quand est-ce que commence Rendez-vous en Terre Inconnue ? Et est-ce que tu peux nous raconter le premier tournage ? On va dire que le déclencheur, c'est quand j'ai été viré de la télévision pour la première fois en 2001. J'avais 34 ans. Et là, je me suis dit, oh là là, ce monde n'est pas fait pour moi. C'est-à-dire que c'est un univers dans lequel je suis où il y a beaucoup de coups bas, de trahison, et les gens ne vous disent pas les choses en face. Alors que moi, c'était un mode de communication qui m'allait très bien. Alors du coup, je me suis retrouvé au chômage et je me suis dit, j'ai pas envie de me rebattre, j'ai pas envie de me lancer. J'étais viré en plein succès. Hein. En général, on est viré quand ça marche pas, mais sur le service public, on peut être viré en plein succès. Et t'as su pourquoi ? Oui, parce que je m'étais engueulé avec un conseiller du président de France Télévisions, un conseiller au cinéma, qui en fait voulait manigancer pour me virer et mettre quelqu'un à ma place. Donc c'est normal que moi, je fasse savoir que je connaissais ses manigances. Et donc ça l'a rendu encore plus fou. Il a mis 4 ou 5 ans à me faire virer, et il m'a fait virer. Et donc je me suis dit, bon, allez, c'est pas pour moi ce mandat. Et donc je suis allé voir le psy pour la première fois. Donc ça, j'avais 35 ans à ce moment-là. Et quand je me suis retrouvé là, le psy m'a dit... Écoutez, pensez à un moment très très fort. Un moment très fort, vous étiez heureux. Et je me revois aux Philippines, sur une île dont j'ai oublié le nom, parce qu'il y a
plus de 7000 îles. Mais je me rappelle encore du prénom de la fille qui me parlait, c'était Alma, et elle me racontait son histoire, celle de ses parents, etc. Et il me dit, faites une émission de voyage. Si j'avais dit j'adore les brocantes, il m'aurait dit faites une émission sur la brocante. Et là, j'ai ressorti un truc que j'avais écrit à Télé Lyon Métropole à l'époque, donc personne ne m'aurait suivi à l'époque parce que personne ne me connaissait. Et c'était Rendez-vous en terrain inconnu. C'était l'idée, Nicolas Hulot partait seul. Moi, j'avais pas assez d'estime de moi pour partir seul, pour être sous le feu des projecteurs. Par contre, partir avec un invité qui ne sait rien, ça m'intéressait parce que lui, il avait des émotions, des réactions que moi, j'avais pas forcément. J'étais assez pudique. Moi, j'avais l'info. Je savais où on allait, je savais qui on allait voir, je savais que ça allait être costaud. Et l'invité, lui, réagissait. Où est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qui va se passer? D'ailleurs, à chaque fois qu'il se pose une question, le téléspectateur se la pose aussi. Et donc, du coup, c'est comme ça que c'est arrivé. Alors après, pareil, ça a pris beaucoup de temps. Ça a pris 4 ans pour que ça se fasse vraiment. Ça a démarré sur France 5, qui est une chaîne plus confidentielle que France 2 à l'époque. J'ai fait 4 épisodes qui ont été des succès d'estime, mais très chouettes, vraiment très chouette. Et puis chômage, et puis après France 2, Prime Time, etc. Et là, je joue ma vie sur un one-shot. C'est-à-dire que si ça marche pas, j'arrête totalement le... Et ce soir-là, ça a battu toutes les chaînes, et c'est le public qui a choisi que je revienne à la télévision, en fait. Comment t'expliques ce succès phénoménal sur ce one-shot? Alors, je pense que la sincérité est quelque chose de très puissant. D'ailleurs, mon fils, qui a presque ton âge, il a 27 ans, je ne sais pas ce que je lui ai appris ou transmis, mais je crois que ça, c'est un truc que j'ai souvent répété. Quand il devait écrire une lettre de motivation, quand je lui disais, plus tu es sincère, plus ce sera puissant. Et je crois que la sincérité de ce programme, l'éthique de ce programme, de mon équipe, je pense que ça a touché des millions de gens. Tous ceux qui m'ont parlé dans la rue, parce que j'ai eu des témoignages au-delà du réel, je ne peux pas les raconter parce que c'est par milliers, mais je vais t'en raconter 2. Je pense à une dame qui m'a attrapé le bras. J'étais avec Ilios Kotsou, je le dis parce qu'il y avait un témoin, sinon on ne croirait pas, ça ferait mytho. Elle m'a dit ma sœur est morte cet été. Et quand elle a su qu'elle allait mourir, pendant 15 jours, elle s'est mise à regarder en boucle Rendez-vous en terrain inconnu, parce que c'est l'image du monde qu'elle quittait, qu'elle voulait garder. Ça vous a donné la chair de poule. Ouais. J'étais bouleversé. Parce que je me disais, elle avait vu tellement de choses dans sa vie, cette femme, mais ce qu'elle a choisi de garder, elle, c'est là où on a porté notre regard avec nos caméras. Donc je me suis dit qu'on avait servi à quelque chose. Je me souviens d'une jeune fille qui s'appelle Adriana, 20 ans. Elle me court après sur un trottoir. Je suis avec mon assistante à l'époque, Alexandra. Elle me dit, est-ce que vous avez reçu mon courrier? Je dis non. Elle me dit, parce qu'en fait, j'avais mis un petit canard bleu, comme vous vous souviendriez. Donc Alexandra ne se souvenait pas. Et elle dit, en fait, je sors de l'hôpital. J'ai eu un cancer à 20 ans. Mes amis étaient dans des écoles de commerce avec moi, ils faisaient des jobs incroyables et tout. Moi, j'étais à l'hôpital et je regardais une toute petite télé avec des programmes qui me déprimaient. Et je me disais, j'ai pas envie de vivre dans ce monde-là. Et un jour, ils ont diffusé Rendez-vous en terrain inconnu. Et je me suis dit, si je reste en vie, je pars avec lui. Donc c'était incroyable. Bon, elle était en larmes, sa mère derrière qui nous avait rejoint aussi, sa copine aussi, mon assistante aussi, tout le monde pleurait. Et je lui ai dit, je fais pas de promesses que je peux pas tenir. Je dis, je sais pas si tu pourras venir, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va se revoir. Et du coup, on l'a invité à assister au prochain direct de Rendez-vous en terrain inconnu. Et j'ai présenté toute mon équipe qu'on va pas aborder dans la rue parce qu'on connaît pas toujours leur visage. Et elle leur a raconté ça. Et donc ils étaient en larmes. Et je lui ai dit, tu donnes du sens à notre vie. C'est-à-dire que nous, on donne du sens à la vie des autres, et c'est retour à l'envoyeur. Quand elle raconte ça, ça donne du sens à notre vie. Voilà, j'ai terminé par un dernier témoignage qui m'avait marqué sur Rendez-vous en terrain inconnu, parce qu'après, comment l'expliquer, je sais pas. J'étais avec des amis à une terrasse de café, et il y a une dame, SDF, qui vient nous demander quelque chose, donc on cherche dans nos poches, et je lui donne ce que j'ai, mais je sais que le plus important, c'est de la regarder dans les yeux, parce qu'il n'y a rien de pire que l'indifférence. Et je la regarde dans les yeux, et elle fait... Je me dis, elle me reconnaît, elle va quand même pas me dire j'adore ce que vous faites. Là, c'était improbable. Je me dis, où est-ce qu'elle a une télé enfin. Et elle me dit, elle m'appuie sur l'épaule comme ça, elle me dit, merci monsieur de donner du bonheur aux gens. Non, de nous donner du bonheur. De nous donner du bonheur. Et moi qui me sentais impuissant, comme nous tous quand on passe devant, je me disais, waouh, on a fait ça. Donc c'est des choses qui sont au-delà de la télévision. C'est pas un programme de télévision, c'est quelque chose qui nous dépasse totalement. C'est Rendez-vous en terrain inconnu, c'est quelque chose qui est plus grand que nous, en fait, nous, l'équipe. Nous, on a fait, avec beaucoup d'humilité, notre travail d'aller donner la parole à des gens qui ne l'ont pas dans leur pays, ce sont des minorités, et qui nous racontent leur histoire. Et du coup, on voit cette universalité qui est entre nous. Puis il y a un attachement dingue entre nous et les gens, parce que nous, ça fait une demi-heure qu'on se connaît. Là-bas, c'est 3 semaines dans les yeux. Donc, plus les traductions, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de regarder les traducteurs, donc on se regarde pendant les traductions. Donc, quand on se quitte à la fin, c'est un déchirement terrible, parce que c'est pas au revoir, c'est adieu. Et c'est pour ça que j'ai arrêté Rendez-vous en terrain inconnu, parce que j'en avais marre de dire adieu. Ce qui est fou, c'est qu'en plus, c'est par le non-verbal que vous nouez ces liens, parce que pour l'immense majorité, vous ne parlez pas la même langue. Jamais. C'est puissant. Et tu vois, ça me fait réagir aussi sur ce dont tu nous dis, enfin, ce que tu disais sur la sincérité. Je trouve ça compliqué, le discours qu'on peut... Enfin,
qu'on entend, tu vois, où d'un côté, on incite en effet les gens à être de plus en plus sincères, à être de plus en plus eux-mêmes. Et d'un autre côté, tu l'as très bien dit aussi, finalement, ce qui marche, c'est de faire ressentir des émotions aux gens. Comment est-ce que tu arbitres entre juste faire ce qui, toi, t'anime et la nécessité d'atteindre un objectif qui est de toucher les gens, tu vois. Il doit y avoir, j'ai envie de dire, une forme de stratégie quand même, quand tu conçois un programme, encore plus quand il doit se renouveler. Tu vois, je trouve que parfois, dans les conseils qu'on peut donner aux personnes qui se lancent, c'est facile de leur dire parle avec ton cœur, fais ce qui t'anime. Oui, mais en fait, on peut faire fi du fait qu'il y a quand même une dimension stratégique qui est essentielle si tu veux déjà percer et ensuite perdurer. Alors, moi, je dirais pas stratégique, j'utiliserais le mot savoir-faire. D'accord. C'est-à-dire que nous, on a 100 heures de rush en terrain inconnu, d'accord ? Je pourrais vous montrer les 100 heures, c'est passionnant ce qu'on a vécu. Mais 100 heures, ça fait une case à la télévision qui n'existe pas. Et donc, on nous donne une case de 1h50. Donc, le savoir-faire, c'est savoir reconnaître dans ces 100 heures les phrases les plus puissantes, celles qui vont marquer le public. Et Robert McKee, qui est le gourou des scénaristes américains, Story, c'est un bouquin incroyable, il dit la vérité, ça peut être la vérité, mais ça n'est pas la réalité. La réalité, c'est 100 heures. Mais c'est la vérité. C'est-à-dire que nous, on retourne montrer les films aux gens sur place et ils disent « je me reconnais, c'est exactement ça qu'on a rencontré ». Quand je fais mes émissions le dimanche, en fait, il reste 24 heures. Donc, on a enregistré 8 heures. Il va rester 1h30. Et ils m'écrivent « j'arrive pas à savoir ce que tu as enlevé ». Alors qu'on a enlevé beaucoup d'heures. Donc, le savoir-faire, c'est être capable de voir quand quelqu'un raconte quelque chose, ce qui est essentiel, là où la personne veut se faire comprendre, ce qui est universel. Donc, peut-être que oui, j'ai une déformation professionnelle. On a un savoir-faire là-dedans, dans cette part d'universalité, quand quelqu'un raconte une histoire personnelle. Je peux comprendre que le succès de Rendez-vous en terre inconnue, tu vois, sur le long terme, ce soit construit sur cette authenticité, ces images, enfin voilà, c'est un tout. Mais ce qui m'interpelle, c'est que ce premier prime soit un aussi grand succès. Ça, tu penses que c'est un concours de circonstances ? Ça, c'est grâce. Non, ça, c'est grâce. Alors, ça aussi, tu me demandais stratégie. J'aurais pu partir tout seul. À ce moment-là, personne ne me connaissait, etc. Et ce serait passé sur France 3 ou sur Arte à 3h du matin. Le choix que j'ai fait, c'est de demander à une star d'accepter de partir avec moi. Et je lui disais, est-ce que tu acceptes de nous prêter ta notoriété pour qu'on porte notre regard sur les Imba ? Donc, la première qui a fait ça en prime time sur France 2, c'est Muriel Robin. Donc, c'est grâce à elle le succès, bien sûr. Je lui dois beaucoup, et l'émission lui doit beaucoup, évidemment. Pourquoi elle a accepté, tu penses ? Parce qu'on était partis ensemble, elle était la 4e invitée sur France 5. Elle fait 4 France 5 et ensuite France 2. Et on s'était très très bien entendu, on avait beaucoup ri ensemble. D'accord. Et du coup, elle savait que l'émission s'arrêtait, ça l'avait rendue folle. Elle prenait des rendez-vous dans la chaîne sans me le dire et ensuite on y allait ensemble. Elle s'est battue pour que ça existe. Ah, c'est cool. Et du coup, elle était naturellement la première invitée. Comment vous entrez en contact avec ces populations ? C'est vraiment la première question que je me suis posée moi, en regardant Rendez-vous en terre inconnue. C'est, comme tu dis, c'est des minorités qui vivent souvent en marge de la société, avec pas forcément les mêmes accès que nous, encore plus, tu vois, il y a une dizaine ou une quinzaine d'années. Comment est-ce que vous entrez en contact avec eux ? Et enfin, pourquoi, j'ai envie de dire, est-ce qu'ils acceptent ? Parce que, est-ce qu'ils ont vraiment quelque chose à en retirer ? Tu vois, ils n'ont pas du tout la même logique capitaliste que nous, donc ça m'a vraiment interpellée. Alors, comment on les rencontre ? En fait, j'ai une équipe de journalistes spécialistes, parce que les peuples autochtones sont éventoriés sur Terre. On les connaît, à part ceux qui sont dans la forêt, qui sont des premiers contacts. Et nous, on s'est toujours refusé pour des raisons éthiques à faire ce qu'on appelle des premiers contacts. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas dormir la nuit si je sais qu'on est les premiers humains qui ont vu ces personnes dans la forêt, etc. Ça peut les perturber. Donc nous, on a toujours vu des gens qui ont déjà vu des Blancs. Ceux qui étaient les plus isolés, c'est ceux qui s'appellent les Korowai, que j'ai rencontrés avec Zazie, dans la jungle en Papouasie. Et eux n'avaient jamais parlé à des Blancs. Ils en avaient vu passer avec des sacs à dos de loin. Donc ils savaient qu'il y avait des gens qui n'avaient pas la même couleur de peau, mais ils n'avaient jamais parlé avec eux. Comment on les trouve ? Donc Franck Desplanques, qui est le rédacteur en chef de Rendez-vous en terre inconnue depuis plus de 15 ans, il parcourt le monde sans doute 9 mois par an, et il va comme ça par exemple en Mongolie. Je ne sais pas si vous vous rappelez d'une émission qui s'appelle La Nouvelle Star. Bien sûr. La Nouvelle Star, les gens font la file d'attente. Donc on sait que parmi eux, il y a quelqu'un qui va devenir célèbre ou chanteur. Ouais. Lui, il n'y a pas de file d'attente. Il est dans Mongolie, la plus faible densité de population au monde. Okay. Donc si le gars dans la yourte, il n'est pas sympa ou pas coopératif, etc., lui doit retrouver un autre gars dans 10 km. Le prochain est dans 10 km. Vous imaginez le travail. Alors justement, il a beaucoup demandé comment il trouvait les gens. Et il a donné une image qui est réelle et qui explique tout. C'est comme en amour ou en amitié. Ça fonctionne que quand c'est réciproque. Et donc, en gros, il dit, j'arrive dans une rizière. Les gens sont en train de travailler. Ils lèvent quasiment tous la tête. La plupart vont rebaisser la tête et travailler. Et il y en a quelques-uns qui la laissent en hauteur. Et il y en a un seul, souvent, qui vient vers moi.
Et c'est souvent celui qui va être notre héros. On les appelle comme ça, nos héros. C'est celui qui va être dans le film. Parce qu'il y a cet être humain parmi tous ces gens-là. Comme il y a sur la Lune, hein, on n'est pas très nombreux à y être allés. Il y a toujours Marco Polo. Vous voyez ce que je veux dire, c'était des gens pas comme les autres. Bon, le Marco Polo de la Rizière, c'était lui. Et c'est lui qui est venu nous voir, qui voulait savoir pourquoi, pourquoi on était là, qu'est-ce qu'on voulait savoir, etc. Et en général, la question qu'on leur pose, c'est qu'est-ce qu'ils ont à transmettre. Et ils se rendent bien compte qu'ils ont un mode de vie qui est en train de se perdre. Ils voient des gens de leur famille quitter ce mode de vie. Ils ne comprennent pas pourquoi d'ailleurs. Et ils sont fiers de ça. Et nous, Rendez-vous en Terre Inconnue, on provoque toutes les émotions sauf la pitié. Parce qu'on va voir que des gens qui sont fiers, qui sont dignes et qui rient souvent plus que nous d'ailleurs. Et qu'est-ce que ça leur apporte ? On va leur demander, puisque 5 ans plus tard, on retourne les voir pour leur montrer le film. Alors, Kat Jambia, par exemple, qu'on a filmé avec Muriel Robin, qui disait, elle était chef Imba, mais c'était la première femme chef dans l'histoire des Imba. Moi, j'ai pensé longtemps qu'elle s'était autoproclamée. Ça a tellement bien marché que grâce au film, c'est elle qui représentait les Imba au Parlement. Quand on a été voir chez les Nénès de Sibérie, au-delà du cercle polaire, on a été voir des gens incroyables, notamment Kirill qui vivait entre deux mondes. Eh bien, en fait, quand la Russie, notamment la Sibérie, l'administration de la Sibérie du Yamal a découvert le film, du coup, ils ont proposé aux Nénès qu'on avait filmé, qui se baladaient encore en traîneau de rennes et tout, de les emmener en avion voir les Inuits, qui eux avaient perdu leur mode de vie puisqu'il n'y a plus de igloo, etc. Et qui pleuraient en voyant le film en disant voilà. Donc ça leur a donné de la fierté. Et enfin, dernier exemple, quand Adriana Carambeu est retournée. Moi, j'ai pas pu y aller, souvent j'étais à la radio, ça fait 4 films par an, retourner sur place, c'était impossible. Et quand Adriana Carambeu, elle a voulu retourner sur place, voir Cissé en Éthiopie, donc on a 4000 mètres d'altitude dans le nord de l'Éthiopie. Cissé, il a découvert un jour, il a appris à lire à l'âge de 43 ans. Le seul livre qu'il avait, c'était Les droits de l'homme, de la femme et de l'enfant. Et là, il a découvert qu'il avait fait quelque chose de très grave en mariant sa fille à l'âge de 12 ans. Simplement, c'est comme ça que ça se passe dans la vallée. C'est interdit dans le pays, mais dans la vallée, ça continue. Il a décidé que Yekabanesh, sa deuxième fille qui avait 16 ans, irait à l'école. Et donc, du coup, elle ne serait pas mariée. Sauf qu'il avait déjà reçu des cadeaux de la famille. Donc, il a eu des menaces de mort. Ses frères et ses amis lui ont tourné le dos. Et lui, devant nous, on l'a filmé comme ça 5 ans avant, il allait continuer à la sortie de l'église, dire qu'il ne fallait pas marier sa fille. Il fallait qu'elle aille à l'école. Et quand on retourne 5 ans plus tard, il a éradiqué le fléau. Et on lui demande, qu'est-ce que ça t'a apporté le fait qu'on te rencontre ? Et là, sans faire d'effet, je vais pas faire d'effet, il dit comme ça, il dit en fait, avant de vous connaître, je savais pas que j'étais courageux. Le simple fait qu'on ait porté un regard sur lui, il a vu notre admiration dans notre regard, puis on n'arrêtait pas de dire, il s'est senti fort et il a tenu bon et il a éradiqué le fléau. Donc, nous, on est très, très, très sensibles à ça. Qu'est-ce qu'on leur apporte, etc. On n'est pas des milliards. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le programme sans l'avoir vu. Hein. C'est souvent les gens qui critiquent le mieux, c'est ceux qui en savent le moins. Et donc, ils pensent qu'on va les embêter. On est une toute petite équipe, on est 7 à partir de France. D'ailleurs, le journal Le Monde a écrit un jour un programme inattaquable pour peu qu'on l'ait regardé. J'aime beaucoup. Merci. C'est difficile de prendre la décision de commencer. Ça l'est tout autant de prendre la décision d'arrêter. Donc tu vois, je me demande, même pour les personnes qui peut-être nous écoutent et se posent la question d'arrêter, ce qu'ils sont en train de faire, quel a été ton processus de réflexion et de décision pour arrêter cette émission, de la représenter ? Je me suis écouté. Souvent, on ne s'écoute pas. J'ai observé ce qui se passait en moi et c'était très simple quand je me suis vu partir à l'aéroport pour partir en terre inconnue. Donc là, le chauffeur taxi, il est trop content, il m'amène à l'aéroport, il a l'impression de m'emmener en terre inconnue et il me voit pleurer dans le taxi. Et moi, je pleure parce que je connais la vie des gens qu'on va aller voir. D'accord, j'ai tout lu et je sais que je vais leur dire non pas au revoir mais adieu. Et adieu, on ne dit jamais adieu, sauf à des gens qui meurent. Donc en fait, c'est terrible. Et moi, j'avais cette espèce de réflexe de Pavlov, quoi, et j'étais déjà en train de pleurer dans le taxi en allant. Je pleurais 5 jours avant de partir. On était en train de faire une sorte de transhumance à dos de yak, c'était dingo. Et je me disais, waouh, j'aurais vécu ça, mais ce sera fini. Peut-être que. Et combien de temps ça va durer cette histoire ? Parce que tous les gens qu'on a été voir sont dans une situation très fragile. Donc c'est aussi ça qui m'a bouleversé. C'est de les laisser derrière moi et de savoir que oui, je leur donnais de la force, mais je ne serais pas toujours là pour prendre soin d'eux. Et donc, du coup, à bout d'un moment, j'ai vu que c'était trop. Puis après, j'ai appris des tas de choses. J'ai découvert qu'on avait tous dans nos vies des expériences qui transforment. Mais il paraît qu'on en a 3 ou 4. Moi, là, ça faisait 30. Donc, c'était trop d'expériences qui me transforment. J'étais trop transformé. C'était trop. Mais est-ce que tu ne penses pas que ces statistiques sont aussi des injonctions, quoi ? Qui a décrété qu'on avait 3 ou 4 expériences transformatrices dans sa vie ? C'est les études scientifiques. Moi, je m'intéresse beaucoup à la psychologie des émotions et tout ça. Donc, il y a beaucoup d'expériences qui sont menées là-dessus.
Tu as dit également que la psychologie t'avait sauvé. Pourquoi ? Alors, sauvé, oui, je peux dire ça. Parce que déjà, quand on voit un psy, il vous pose des questions que vos amis ne vous posent pas. Moi, j'avais discuté de mon enfance, des choses que j'avais traversées avec mes amis. Alors, ils m'écoutaient, on débattait, mais ils vous posent pas, ils n'ont pas le même cadre, la même grille de lecture qu'un psy. Et donc, d'un seul coup, là, vous commencez à comprendre des choses. Vous refaites le fil de l'histoire, en fait. Et là, vous découvrez que vous comprenez mieux vos réactions. Vous comprenez mieux ce qui est important pour vous, vous comprenez mieux vos fragilités, vous comprenez mieux plein de choses. Donc moi, ça m'a aidé à avoir de la compassion pour l'enfant que j'étais aussi. Ça m'a aidé à avoir de l'estime, de faire de l'autocompassion pour moi aussi, on en parlera, mais d'être capable d'être sympa avec moi, alors que finalement j'étais sympa avec tout le monde, sauf avec moi. C'est le cas de 80% des gens sur Terre. Donc voilà, donc ça m'a beaucoup passionné. Et puis il y a un truc qui s'appelle la psychologie positive. Alors ça ne veut pas du tout dire genre il pleut, on dit il fait beau. Non, c'est pas la méthode quoi. La psychologie positive, c'est au contraire, c'est être capable d'écouter ses émotions. Et donc c'est Martin Seligman aux États-Unis. Puis il y a eu beaucoup de psychiatres. Christophe André, c'est le plus connu en France. Que j'ai reçu sur ce podcast. Je mettrai dans la barre de description l'épisode si jamais vous ne l'avez pas écouté. Et donc Christophe André, il fait partie des gens que je connais depuis 20 ans, je l'aime beaucoup. Et je suis... je me demande si tu l'as pas reçu, Boris Cyrulnik. Si. Voilà, Boris Cyrulnik, c'est mon héros. Je crois que j'ai lu tous ses livres. Donc tous ces gens-là m'ont passionné autant qu'ils te passionnent, si j'ose dire. C'est vrai, même si... Et d'ailleurs, les fidèles auditeurs et auditrices du podcast savent, tu vois, depuis quelque temps, je reçois pas mal de philosophes avec qui je démonte quand même pas mal le développement personnel. Tu vois, moi, Martin Seligman, en ayant un peu fait des recherches sur son travail, en fait, je trouve ça compliqué que des personnes qui ont toujours connu, j'ai envie de dire, enfin, qui n'ont jamais vraiment souffert, voilà, qui sont toujours allés bien, se permettent de donner des conseils aux gens qui vont mal. Parce que du coup, je trouve que leurs conseils sont totalement inadaptés. Tu vois, les phrases « quand on veut, on peut », même Nietzsche, ce qui ne tue pas nous rend plus fort. J'ai jamais lu Martin Seligman dire « quand on veut, on peut ». C'est sous-entendu quand même dans beaucoup de ses contenus. Je crois qu'il a écrit un livre, choisir le bonheur, les outils pour y arriver, un truc comme ça. Je suis désolée, mais on ne peut pas choisir le bonheur. Enfin, on est super d'accord. Non, alors on n'a pas la même lecture, on va dire, de Martin Seligman. Cette psychologie-là, au contraire, elle a étudié, ils se sont dit, en fait, depuis l'histoire de l'humanité, on a étudié la botanique, on a étudié les étoiles, on a étudié l'astronomie, on a étudié plein de choses. La matière. Mais en fait, en psychologie, on a étudié que les maladies mentales, la schizophrénie. Et puis, en fait, on n'a pas étudié les gens heureux. Et on a découvert des choses très intéressantes. Par exemple, on a découvert que les gens qui étaient dans un état de flow étaient très heureux. L'état de flow, c'est l'état dans lequel on ne voit pas le temps passer. Ça devenait intéressant parce qu'ils ont découvert qu'effectivement, les chefs d'orchestre étaient dans un état de flow, mais 80% des gens pouvaient le vivre, et même dans le travail, alors qu'ils croyaient qu'ils n'aimaient pas leur travail. Et, comment est-ce qu'on peut plus être dans le flow ? Par exemple, le conseil qu'il donne, pour moi, je vis ça comme des jeux, en fait. Il disait, faites la liste des moments dans votre vie où vous ne voyez pas le temps passer. Donc moi, j'adore prendre des photos, j'adore faire des portraits de gens. Et je croyais à chaque fois que ça durait 1 heure, non, ça durait 5 heures. Donc ils disent, rajoutez-en dans votre vie, faites plus souvent des portraits. Par exemple, j'adorais quand on joue du piano et qu'il y a quelqu'un, je joue pas de musique, mais il y a toujours quelqu'un, un pote qui joue de la guitare ou du piano et qu'on chante le soir. Rajoutez-en dans votre vie. Alors là où ça se complique, c'est que c'est souvent sympa, ces soirées-là, quand c'est improvisé. Parce qu'on peut pas dire, allez, venez, vendredi, on va chanter. Mais du coup, je me suis inscrit à des cours je suis inscrit dans un cours de gospel, on va dire. Parce que j'ai remarqué que j'adorais chanter. Donc ça sert à ça, en fait. Personne vous dit comment aller mieux. Vous voyez ce que je veux dire ? On vous dit, voilà, on a remarqué que ça fonctionnait. Et c'est une chose importante. On a découvert en psychologie positive que les gens qui font des tentatives de suicide, et ça a été fait, c'est fait actuellement à l'hôpital Sainte-Anne, Christophe André en parle très bien, on leur demande d'écrire pendant 5 jours, chaque jour, une lettre de gratitude. Le simple fait de devoir dire merci, ça peut être la boulangère à qui nous fait un premier sourire de notre journée tous les matins. Ça peut être un prof qui a cru en nous alors qu'on ne croyait pas en nous. Ça peut être un grand-père qui n'est plus là. Le simple fait d'écrire ça provoque quelque chose dans l'organisme qui fait que d'un seul coup, on était sur le point de penser que cette vie ne valait pas le coup. Et d'un coup, voilà. Ils disent pas plus de 5 et n'essayez pas d'en écrire plusieurs par jour. C'est une lettre. Parce que ça a été étudié aussi. Donc moi j'ai une fascination pour tout ça, effectivement, pour ces petites choses-là qui moi m'ont beaucoup aidé. La gratitude, c'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui que la gratitude, c'est quelque chose qui rend heureux. Ceux qui disent merci et ceux à qui on dit merci. Donc moi j'ai adoré, j'ai créé la boîte à merci, puisque j'ai envoyé une caméra partout en France, à Montpellier, sur la place de la Comédie, à Toulouse, etc. Et en fait des gens venaient comme dans un photomaton, dire merci à quelqu'un, ils avaient 30 secondes. Et derrière chaque merci, il y avait une histoire incroyable. Et dire merci, ça rend heureux.
Donc là aussi, ça a été étudié. Ils vous disent pas dites merci. Voilà. Par contre, effectivement, il y a un certain type de développement personnel pour lequel je n'adhère pas non plus. C'est ceux qui vous disent soyez une meilleure version de vous-même. Nous sommes la meilleure version de nous-mêmes. Nous sommes la meilleure version de nous-mêmes. Dis-le 10 fois. Mais c'est important qu'on l'entende. Non, mais c'est important. Et donc voilà, ça ne veut pas dire qu'on doit s'améliorer. C'est pas du tout ça. Mais par contre, quand on a des petites astuces comme ça, quand on fait par exemple de la pleine conscience, comme j'en ai fait, de la méditation de pleine conscience, d'un coup, on s'écoute. Et je me suis aperçu qu'il fallait que je ralentisse. Je me suis aperçu qu'il y avait des gens autour de moi que je croyais qui me portaient, mais en fait non, c'était des gens assez toxiques, assez nocifs. Donc quand on écoute un peu ce qui se passe autour de nous, c'est quand on est connecté à soi, parce que souvent on est connecté au désir des autres. On aime bien faire plaisir et tout, mais on n'est pas connecté à ce qui nous rend heureux. Et donc là, ça a changé beaucoup de choses. Mais donc pour le flow, il faut identifier ce qui déjà nous... C'est quoi les moments où on voit pas le temps passer ? Oui, mais donc ça, je pense qu'en effet, chacune peut y arriver, mais moi, ce qui m'intéresse, et la question que je me pose, c'est est-ce qu'on peut le développer dans d'autres activités ? Parce que sinon, j'ai l'impression que le flow serait inné plutôt que acquis. Alors moi, ce que je crois, c'est qu'à partir du moment où on a compris ce que c'était, donc on ne cherche pas des trucs qui nous rendent heureux, on cherche des trucs où on ne voit pas le temps passer. Et ben, c'est souvent là où on apporte son attention. Par exemple, dans mon émission, là, on a fait de la poterie avec le tour. Et ben, c'est la première fois que j'en faisais, à 56 ans, mes invités aussi. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on ne voyait pas le temps passer. C'est-à-dire qu'on est tellement attentif à ce qu'on est en train de faire. Et je peux vous dire que pour notre cerveau, qui a 45 pensées à la minute, c'est des vacances. Parce que pendant le temps que je faisais de la poterie, je ne pensais pas à autre chose. Et quand on est, par exemple, voilà, il y a des gens qui pensent il y a cette tyrannie du mental souvent. Bien sûr. Voilà, il y a plein de méthodes, donc la méditation de pleine conscience, mais aussi une activité qui va captiver notre attention, et toute notre attention, qui fait que d'un coup, ça va reposer notre cerveau. Tu as dit à ton fils, je crois, quand tu as réalisé que lui dire que l'important c'était qu'il soit heureux pouvait potentiellement le culpabiliser, tu as commencé à lui dire, en fait, tu as le droit d'être malheureux. Est-ce que tu arrives à te le dire à toi ? Bien sûr. Mais oui, pour que tout le monde comprenne, effectivement, c'est Ben Nevers qui m'a demandé si je vais être un bon père, etc. Je dis que j'ai forcément fait des bêtises, et une que j'ai identifiée, c'est que je dis toujours à mon fils, l'important pour moi, c'est que tu sois heureux. Et je répétais cette phrase en pensant que je donnais une sorte de liberté, de fais ce que tu veux dans la vie, je te jugerai jamais, etc. Et je pense qu'il y a beaucoup de parents de ma génération qui parlent comme ça, parce qu'ils n'ont pas eu ça. Et je me suis rendu compte de l'injonction, elle était terrible, parce que lui, quand il n'était pas heureux, et c'est normal parce que ça n'est pas un état permanent, d'un coup, lui, il se sentait coupable de ne pas être heureux. Il disait, moi, j'ai de la chance, j'ai des parents qui m'aiment, enfin, c'est ces mots, hein, etc. Donc, et j'ai vu que c'était horrible. Donc c'est vrai que le fait de dire, il y a des moments où on est triste. Moi, j'ai fait de l'autocompassion. Dans l'autocompassion, on dit des fois on est ouvert, des fois on l'est pas. Des fois on a envie d'être au fond, je sais pas, sur un canapé avec une couette, etc. Et des fois au contraire, on a envie de réunir les gens et de faire plein de choses, de voyager, d'aller vers les autres et accepter ça, accepter ce qu'on est comme on est. Ça, c'est important. Donc oui, je l'accepte, bien sûr. Il y a des jours où j'ai beaucoup moins d'envie, je me dis pas, mais qu'est-ce qui se à une époque, je peux me dire ça. Mais qu'est-ce qui se passe ? Je me reconnais pas. Moi qui vais de l'avant, non. Il y a des fois, non. Et puis des fois, oui. C'est marrant. J'admire beaucoup les personnes qui arrivent comme ça à embrasser leurs émotions. J'avoue que personnellement, ma vision par rapport à ça, c'est de me dire, mais pourquoi est-ce que je perdrais du temps à être malheureuse ? Tu vois, quand je suis malheureuse, c'est vrai que je fais un peu tout pour ne plus l'être, parce que je me dis, j'ai pas envie d'être malheureuse. Tu vois, donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi, finalement, une forme d'efficacité à se sortir de ce malheur plutôt que de se complaire dedans ? Alors, c'est ambigu ce que tu viens de dire. Ce que dit Martin Seligman, puisque tout à l'heure tu le critiquais, c'est justement, attention, quand il dit c'est votre décision, c'est votre décision de ne pas être tout le temps une victime. Même si on a été victime à un moment donné de notre vie. D'accord ? Ça arrive qu'on soit victime. On ne l'est pas toute notre vie. On ne va pas se définir comme une victime. On a été victime là, mais on n'est pas une victime là. Et donc voilà. Par contre, ce que tu disais, moi aussi, et comme beaucoup de gens, on pense que quand il y a un truc qui nous fait du chagrin, machin, on se dit allez, c'est bon, on va faire une petite sortie entre potes, on va se faire un bon film, etc. Il y en a qui se disent on va se fumer un joint, on va boire un coup, on va machin. C'est une manière d'éviter et de fuir. Et voilà, et les études ont montré que finalement, ce truc-là, on a beau le fuir, c'est toujours là, on le trimballe. Et que le meilleur moyen de traiter ça, c'est de l'accueillir. Et ça va encore plus loin. Et moi, je rêve qu'on dise ça à tout le monde en CM2. D'accord ? Et ce que je dis là, vous pourrez le vérifier, c'est scientifique. C'est neurologique.
Il se trouve que quand on observe son émotion, quand on se dit comment je me sens là tout de suite, c'est désagréable. C'est quoi ? C'est de la tristesse. Le simple fait de dire non, c'est de la colère. De la tristesse, c'est de la colère. Ok. Déjà, on désactive l'émotion. Et le simple fait de dire mais où ça se passe dans mon corps la tristesse ? On se rend compte que d'un coup, c'est le visage, on n'arrive pas à sourire. On a la gorge nouée quand on est triste. La peur, peut-être on peut avoir mal au ventre, etc. Le simple fait d'observer dans son corps où ça se passe l'émotion, donc encore une fois de l'observer, on la désactive. Et ça, c'est quelque chose de presque magique en fait, et qu'on ne connaît pas. Donc quand on passe son temps à l'éviter, on prolonge le problème en fait. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ces études, du coup récemment, en médecine, je crois, neurosciences et psychologie ? J'ai cette passion-là. En fait, je suis fasciné par... mais pas que l'être humain. Moi, je suis fasciné par les animaux. J'ai 3 chats, j'ai 2 chiens. Et j'ai la chance d'être fasciné par tout ce qui est vivant. Je suis fasciné par les plantes. Est-ce que c'est une vraie ? Non. Bon, les Comme vraies ça, plantes, depuis longtemps. Il y a un livre que je conseille à tout le monde qui s'appelle La vie secrète des arbres. D'accord, ouais. Et qui est fascinant. On découvre que les arbres communiquent, évidemment, sont vivants, ils s'entraident. Donc c'est un sacré modèle pour notre espèce. Et donc je suis fasciné par ce qui est vivant, je suis fasciné par notre complexité. Pourquoi la Terre a porté Hitler et Mandela ? Pourquoi la Terre a porté... T'as trouvé la réponse ? Ah oui, on le sait, c'est souvent ce qu'ils ont vécu avant. Je veux dire, beaucoup de gens se penchent sur le cas d'Hitler en se disant est-ce que s'il n'avait pas été refoulé de ce cours artistique, c'était des Beaux-Arts. Est-ce que le gars serait devenu extrémiste ? Et on sait aussi que la Deuxième Guerre mondiale, c'est parce que l'Allemagne a été humiliée. Donc finalement, si quelqu'un est humilié, il devient dangereux. Et donc on peut se poser la question, par tous les gens qui ont des armes dans leurs mains aujourd'hui sur Terre, etc., c'est quoi le fil invisible de leur histoire ? Je suis fasciné par ça, par ce mécanisme-là. Et puis après, moi perso, comme j'étais jusqu'à l'âge de 15 ans, j'étais assez triste. J'étais quelqu'un d'assez triste, compte tenu de ce que je vivais, etc. Après, j'étais le contraire. Moi, après, je trouvais tout le monde super. Même quelqu'un qui disait « Bonjour, comment ça va ?» C'est une question qui paraît banale, mais moi, on ne me l'avait jamais posée. Comment je vais ? Donc, déjà, c'était incroyable. Donc, c'est pour ça qu'on disait souvent « Fred, c'est le monde des bisounours et tout. » Mais parce qu'en fait, la majorité des gens sont sympas. Et d'ailleurs, là aussi, ça a été étudié. 80% des gens sur Terre sont incroyables. Vraiment. Comment ils le jugent ? C'est parce qu'en fait, leur système à eux, c'est pas incroyable le mot qu'ils utilisent. C'est des gens qui vont respecter, par exemple, un code des règles, des règles, etc. On va savoir qu'il y a des gens qui vont essayer de passer au-delà des... mais voilà, mais un mec comme Trump, vous connaissez son histoire, son père était pire que lui. C'est possible. Oui, c'est les valeurs de ce gars, etc. Donc moi, ça me fascine de voir ce qu'on traverse, ce que ça donne, etc. Pourquoi à 15 ans, le point de bascule ? Parce que je me suis rebellé à l'âge de 15 ans. Et mon père, du coup, a été... il n'a plus d'impact sur moi. Il a été neutralisé, on va dire. Ok, t'as réussi à t'émanciper finalement de l'autorité. J'ai cette chance à 15 ans, tout à fait. Ok. Et après, pour comprendre pourquoi je l'ai pardonné, c'est parce que j'ai découvert sur le tard que lui avait vécu pire. Il l'avait jamais raconté, mais il avait vécu pire que moi. Donc finalement, j'ai eu de la compassion pour lui. Et donc finalement, ma colère s'est transformée en compassion. Pourquoi tu fais une pause après Rendez-vous en Terre Inconnue ? Alors c'est vrai que j'ai dit aux téléspectateurs que j'arrêtais le programme, mais moi, intérieurement, j'ai pensé que j'arrêtais la télévision. Parce que c'est un monde très très violent, où en fait, vous pouvez être viré du jour au lendemain. Alors soit parce que le public se lasse, soit parce qu'un patron décide que c'est comme ça. Et à un moment donné, moi, j'ai peut-être subi jusqu'à l'âge de 15 ans, et aujourd'hui, j'aime pas subir. Et que donc j'ai envie de prendre la main. Et je me suis dit, mais pourquoi ce serait pas moi qui déciderais ? Donc du coup je me suis dit mais sauf que autour de moi on m'a dit ne dis jamais au public que tu reviens pas, d'abord ça va être choquant, et ensuite pour ceux qui t'aiment bien, et ensuite tu sais pas si tu vas revenir. Et puis ils ont eu raison, parce que 5 ans plus tard la chaîne est venue me chercher en disant est-ce que tu veux refaire Rendez-vous en Terre, pardon, La parenthèse inattendue à l'époque ça s'appelait, le dimanche, on l'appelait un dimanche à la campagne, et entre temps dans ces 5 ans j'ai découvert l'impact de cette émission sur la vie des gens. Beaucoup de gens nous ont dit comment ils avaient osé entreprendre, ce que je pense ton public ou les gens qui te suivent doivent te dire. Et donc on a eu beaucoup d'échos comme ça, et c'est le plus spectaculaire d'entre eux. Je t'invite à le recevoir un jour. Il s'appelle Christian Delaché. Et Christian Delaché, on me l'a présenté, on m'a dit tu vas l'adorer. Et il a créé la première communauté en termes de nombre. C'est 1 million de personnes qui s'entraident sur Facebook. C'est unique en Europe. Ça s'appelle Wanted Community. Donc des gens qui s'entraident, c'est le monde dans lequel je rêve de vivre. Et là, il me dit, mais vous savez que vous y êtes pour quelque chose ? Je dis, pardon, on ne se connaît pas. Il me dit, en fait, j'ai été avocat fiscaliste.
Et je voulais faire cette histoire, mais c'était quelque chose d'associatif, très risqué. J'avais très peur. Et je me suis mis à regarder La parenthèse inattendue. Il m'a pas dit ça m'a donné du courage, il m'a dit ça m'a donné le courage de franchir le pas. Et là, franchement, ça a été une sorte de... Je me suis dit, bon, c'est un message, quoi. Ça veut dire, ok, je sais à quoi ça sert, tout ça. Je sais pourquoi je fais tout ça et pourquoi je le fais avec des gens formidables, parce que je fais jamais ça seul. Hein. Toutes mes émissions, c'est un travail collectif. Qu'est-ce qui se passe, toi, intérieurement, pendant ces 5 ans ? Qu'est-ce qui change ? Ce qui change, c'est que par exemple, je découvre que j'adore mon métier, vraiment, mais que quand on est toujours devant un micro, comme là tout de suite, on en parle assez, ou devant une caméra, on est attentif à ce qu'on dit. Parce qu'on sait qu'on est dans une époque où une phrase peut être sortie du contexte et être complètement transformée, etc. Et d'un coup, ça peut être une espèce de truc viral, absurde. Et donc, on est très concentré. Et d'un seul coup, quand j'ai arrêté d'être devant une caméra ou un micro, je pouvais dire des bêtises comme tout le monde. Ça me plaisait, c'est chouette de pouvoir être plus léger. J'étais plus léger. J'avais moins de contraintes parce que j'ai toujours eu un emploi du temps très serré. Et là, d'un coup, je pouvais me promener dans la rue. Ça paraît dingue, hein, mais pendant ces temps-là, je ne pouvais pas trop parce que j'enchaînais, etc. Et puis, il y avait une sensation de liberté aussi, de pouvoir dire non, de dire bah non, j'arrête, j'ai fait ce chemin. J'avais la sensation d'un travail accompli parce que j'avais fait des choses qui avaient du sens pour moi. Et puis, j'avais la liberté de pouvoir dire qu'est-ce que je peux faire. Et là, c'est intéressant. Quand je disais on s'identifie toujours à ce qu'on fait, c'est que moi, je ne savais pas faire autre chose. J'avais fait ça après le bac, j'ai fait une école de journalisme. Enfin, j'ai fait un DUT de marketing, une école de journalisme, mais je veux dire, j'ai jamais fait d'autres métiers. Et là, c'est là où je me suis demandé ce que je peux faire. Donc, je me suis intéressé beaucoup à la méditation. C'est là où j'ai fait la fac de médecine de Strasbourg, le DU médecine, méditation, neurosciences. Et puis, c'est là aussi où je me suis formé à l'autocompassion. Et l'autocompassion, donc, c'est cette discipline qui apprend à se parler à soi-même comme on parle à notre meilleur ami. Parce que là aussi, les chercheurs ont montré que 80% des gens sont plus durs avec eux-mêmes qu'avec les autres, se maltraitent. Et c'était mon cas. Moi, j'étais très perfectionniste. Et le perfectionnisme, c'est une maladie, c'est très dur. Et on pense qu'on dit oh là là, ce monde est dur, on entend ça tout le temps. Hein. Ben, la personne la plus dure sur Terre, avec nous-mêmes, c'est nous-mêmes. Et donc, si on pouvait déjà apaiser ce bourreau, je pense que ça va mieux. Et c'est un peu ce que j'ai fait. T'as fait une retraite silencieuse, je crois, ouais, différentes étapes. J'en ai fait 3, je crois. La plus longue que t'aies faite, c'était une semaine ? Une semaine à chaque fois. Qu'est-ce que t'en retires ? Qu'est-ce qui se passe peut-être la première fois que tu fais une semaine ? Quel Frédéric arrive et quel Frédéric repart ? Alors, j'arrive avec beaucoup de curiosité, mais ça se fait pas directement. Hein. C'est quand on découvre la méditation de pleine conscience, celle de Christophe André en France, de John Kabat-Zinn aux États-Unis. C'est une méditation laïque. Du coup, c'est des exercices. Voilà, on fait des silences de 45 minutes. Ça peut être une journée. Puis après, il y a une envie d'aller plus loin. Et du coup, c'est Christophe André qui m'avait parlé de cette semaine-là. Et il m'a dit, tu verras, la première personne à qui tu vas parler au bout d'une semaine, alors que tu n'as pas parlé, tu vas pleurer. Et effectivement, à la fin d'exercice de la semaine de méditation, on nous demande de parler à la personne qui est à notre droite. Et comme on n'a pas le droit de parler, mais on n'a pas le droit de se regarder dans les yeux, je ne savais même pas qui était à ma droite. Et du coup, c'est une dame. On se rapproche, je parle dans son oreille, elle parle dans la mienne. Je l'ai faite un peu lâche, elle a parlé en premier. Et de pouvoir communiquer avec un autre être humain, mais c'est dingue, quelque chose qu'on banalise, c'est dingue. Et je me souviens parce que je suis revenu à Paris. Et donc là, vous êtes dans un état de love, hein. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est dingo. Et du coup, je suis arrivé, et là, le contraste, je passe de cette semaine de méditation en Ardèche à une soirée France Télévisions, donc le show business tel qu'on l'imagine et tout, avec plein de gens. Et là, c'est marrant parce que je fais attention à une seule chose. Chaque fois que je croise un regard, je vois l'expression sur le visage de la personne. Vous voyez, quand quelqu'un fait « Hey !» Vous voyez ce que je veux dire ? Même si vous ne vous rappelez pas qui c'est, etc., vous dites cette personne est contente de me voir. Donc c'était une soirée très très chouette. Et je pense à une personne, je ne vais pas dire son nom, mais très célèbre, qui n'est pas sympa du tout. Mais je ne sais pas pourquoi, à un moment donné, je ne peux pas te le faire. Mais je fais comme ça. Il y avait 3 caméras. Il y avait 3 caméras qui nous filmaient. Je fais comme ça, comme un gamin. Et donc voilà, après, bon, forcément, vous revenez dans la réalité. Mais voilà, les bouddhistes appellent ça l'accélérateur de merde. D'accord, cette pleine conscience, parce qu'en fait, vous êtes en pleine conscience, vous observez vos pensées et vos ressentis. Et il y a une pensée par ressenti. Et donc, ça va vite, 45 pensées à la minute, 45 ressentis. Donc, dans la même minute, vous passez de la pire des tristesses, la plus profonde, à la joie la plus incroyable. Vous dites, c'est quoi cette histoire ? Et vous découvrez un peu voilà, tout ce qui vous rend triste, les pensées récurrentes, les ruminations. Et en fait, quand on revient d'une semaine de silence, c'est difficile à expliquer. Hein. J'ai des amis qui ont fait 6 semaines de silence. C'est une expérience extraordinaire. On fait plus que le point, on va dire. C'est au-delà du point. Vous prenez des décisions radicales dans votre vie.
Et maintenant, c'est devenu une forme d'hygiène de vie, toi, dans ta routine quotidienne ? Je fais en fonction des besoins. Ok. Il y a des périodes plus confuses que d'autres, des périodes où on doit prendre des décisions, souvent dans ces périodes-là où j'y vais. Mais je l'ai fait 3 fois. Quelle est la plus grande décision que tu aies prise après ces retraites ? Après ces retraites, alors j'essaie de me rappeler de la première. Je me suis séparé de la personne avec qui je vivais depuis 4 ans. Parce qu'en fait, ça fait partie de ces couples, vous savez, vous essayez de faire en sorte que ça fonctionne. Au bout d'un moment, là, vous dites, mais pourquoi, à quoi bon ? C'est des choses où j'ai pu justement arrêter la télévision. Voilà, chercher le plus radical, c'est des choses comme ça. Quelle a été ta plus grande peur et comment tu l'as dépassée ? La plus grande peur, ça a été la peur de ne pas être aimé. Enfin, c'est une peur universelle. Je pense que j'étais quelqu'un de très timide et qui avait très peur du rejet. Et comment j'ai dépassé ? C'est la vie qui m'a permis de voir que oui, il y a des gens qui rejettent les autres, mais ils sont pas bien dans leur basket. Parce que les gens bien dans leur basket, ils rejettent personne. Quelqu'un qui est bien dans ses baskets, il va rejeter personne. Donc ça permet de faire le tri aussi. Donc c'est la vie et l'expérience, on va me dire, qui m'a permis d'être rejeté. Et puis je crois que le public, là aussi, je peux m'adresser à la caméra, mais en tout cas, les gens qui ont regardé mes émissions de télévision m'ont permis de me sentir compris. Et se sentir compris, c'est quelque chose qui donne beaucoup de force, on va dire. Et donc ça m'a donné de la force. On ressent quand même, si on regarde tes émissions et on regarde ce que tu fais, que tu es très empathique. Je me posais la question, comment faire de cette empathie une force, enfin ce que c'est, et pas tomber dans l'hyper-empathie qui, je pense, peut être vraiment handicapante. Mais j'étais hyper empathique. Et c'est une sorte de maladie que je connaissais pas. Et c'est Christophe André, à nouveau, avec qui j'étais en train de déjeuner un jour et qui m'a dit, de toute façon, tu es hyper empathique. C'était il y a 20 ans, il y a 25 ans. Et je lui dis, mais il y a 23 ans, pardon, c'était en l'an 2000. Et je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire ? On était au restaurant. Il me dit, t'es hyper empathique. Je dis, qu'est-ce que ça veut dire ? Il dit, regarde le gars là-bas au fond. Je me tourne et je vois quelqu'un près de la fenêtre, triste, mais triste. Et je me rappelle de ma phrase, au moment où je me retourne, je fais, pourquoi t'as fait ça ? Parce que là, maintenant, j'ai juste envie de me lever, de faire semblant d'aller aux toilettes et dire, est-ce que vous avez besoin de quelque chose, en fait ? Et observer la souffrance, voir la souffrance, ça m'était insupportable. Alors, je peux pas dire que maintenant j'aime la souffrance quand je vois des gens souffrir, mais je sais qu'elle fait partie de la vie, qu'il y a forcément un après. Et puis, ça m'est arrivé un jour de dire à ma sœur qui venait de vivre une déception amoureuse, qui était vraiment en larmes au téléphone, et je faisais exprès de la provoquer, je faisais, vas-y, pleure, profite, délecte-toi. Parce que tu vis des émotions, il y a des gens qui n'ont pas été quittés parce qu'ils n'ont pas été amoureux. Et donc, c'est le pendant de ça. Donc maintenant, je sais que la souffrance fait partie de l'existence, etc. Et puis, il y a une autre chose aussi que j'ai appris quand on fait de l'autocompassion, que parfois, quand on est là pour quelqu'un, on peut être entraîné, en fait. C'est-à-dire que ça peut faire vraiment écho à sa propre histoire et on peut être entraîné. Donc, on est attentif à l'autre, mais il faut qu'on soit aussi, pendant ce temps-là, attentif à soi. Et se rendre compte que, waouh, là, c'est chaud, là, je vais avoir besoin de réconfort moi aussi maintenant, parce que maintenant, je suis parti dans son histoire. Et puis, de ne pas confondre l'histoire de l'autre et votre histoire, ça aussi. C'est pour ça qu'il y a une différence entre la compassion et l'empathie, pardon. Ok, et donc le plus souhaitable, c'est la compassion. Et on dit que c'est mieux la compassion, effectivement. Parce que l'empathie, en fait, c'est que tu absorbes presque les émotions de l'autre, quoi. Ouais. Voilà, alors que la compassion, c'est je suis attentif à la souffrance de l'autre, je crois. J'ai oublié ce que c'est exactement, mais voilà, c'est pas je souffre avec et je souffre après encore plus que la personne. Comment est-ce que tu sors de ta zone de confort ? Là, par exemple, moi, je suis habitué à interviewer les gens. Le fait d'être interviewé, c'est forcément sortir de sa zone de confort. En plus, comme je mets un point d'honneur à être le plus authentique possible, je dis waouh, d'à quoi elle va m'amener ? Elle prend un air détendu comme ça. Elle me tutoie alors qu'on se connaît pas. Donc du coup, ça fait genre discussion entre potes. Donc, voilà. C'est vrai qu'en télé, on vous voit beaucoup. Mais je sais pas, je trouve que ça apporte une barrière que j'ai pas envie d'avoir. Bien sûr. Là aussi, c'est générationnel. Mais c'est vrai que. Donc ça, par exemple, c'est ça, sortir de sa zone de confort, c'est faire quelque chose qu'on n'a jamais fait. Mais j'aime bien sortir de ma zone de confort. Tu nous as parlé d'une peur que tu as eue, est-ce que tu en as encore ? C'est des peurs universelles. La peur de la disparition des proches, la peur de la violence. Enfin, je veux dire, moi, mais avec n'importe qui dans une pièce, j'ai pas de problème, sauf s'il a un couteau ou une arme. Mais le reste, j'ai aucun problème. Et qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur ? Alors, tout ce que je viens de dire, en l'occurrence, c'est des peurs humaines et universelles. Ouais. Quelqu'un qui n'a pas peur de quelqu'un d'armé, il a un problème dans sa tête. Ouais. Quelqu'un qui n'a pas peur de la disparition de ses proches, c'est qu'il a un problème aussi. Donc voilà, c'est ces peurs-là, je pense. Voilà. Après, il y a des choses comme tout le monde, des choses que je connais mal. L'intelligence artificielle, je ne peux pas dire que j'ai peur. Je peux dire que ça m'intéresse parce que je vois des conséquences je vois.
Je sais qu'il y a des conséquences qu'on n'imagine pas. Voilà, dans cette histoire d'intelligence artificielle ou dans cette histoire de photos qu'on trafique, ou quand j'apprends qu'une fake news est 6 fois plus diffusée que la réalité sur Internet. Je me dis donc, là, comme dirait Michel Serres, mon philosophe préféré, il prend un téléphone et dit il va falloir que l'humanité convertisse l'outil. D'accord ? Parce que c'est un outil, ce truc. Et il faut le convertir. Comment ? Ça va être à vous de le faire, les jeunes. Non, mais parce que voilà, comment marchent ces algorithmes ? C'est le clic. Comment faire cliquer ? Donc c'est ce qui est étonnant, d'accord ? Mais ce qui est étonnant, souvent, c'est les choses qui font peur, qui sont flippantes et tout. Mais moi, je pense qu'on peut étonner dans le positif. Et donc voilà, donc, je ne vais pas faire un plan tout de suite pour transformer l'outil, mais ça me plairait un jour de faire un petit colloque avec plein de youtubeurs, plein d'influenceurs, etc. Des gens qui parlent à des millions de gens, tous réunis. Et à mon avis, il y a un truc à faire. Parce qu'il y a un problème aujourd'hui de représentation du monde. C'est-à-dire qu'en fait, on a une représentation du monde qui est effrayante. Bien sûr qu'il y a des choses, il y a des souffrances sur Terre. Partout sur Terre, il y a des inégalités. Et on n'a jamais été aussi conscient, j'ai envie de dire à la bonne heure. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui prennent ça en charge, qui font des choses incroyables. Et d'ailleurs, à la seconde où on se parle, il y a plus de choses qui vont bien sur Terre que de choses qui ne vont pas bien. Or, c'est absolument pas ce qu'on voit dans les chaînes d'infos. Et donc voilà, donc je cite quelques références. Moi, j'invite tous les êtres humains sur cette terre à lire un bouquin d'un homme qui s'appelle Rutger Bregman. Rutger Bregman, qui est un historien, chercheur des Pays-Bas, qui a 35 ans, et qui a écrit 2 livres majeurs pour moi. Un qui s'appelle Utopie réaliste, qui montre que l'utopie d'aujourd'hui, c'est la réalité de demain. D'accord ? S'il n'y avait pas eu des utopistes, on n'aurait pas mis fin à l'esclavage, on n'aurait pas donné le droit de vote aux femmes, et etc., etc. Et son autre livre s'appelle Humanité, une histoire optimiste. D'accord ? Ça va dans le sens contraire de ce qu'on imagine. Avec une première question qu'il pose dans le livre, donc Humanité, une histoire optimiste. Il pose la question, imaginez 2 mondes, le monde A et le monde B. Dans le monde A, en cas de crash d'avion, c'est chacun pour soi. D'accord ? C'est vraiment le chaos. Dans le monde B, en cas de crash d'avion, les gens prennent soin les uns des autres. Toi, tu penses qu'on est dans le monde A, chacun pour soi, ou le monde B, tout le monde prend soin des autres, en cas de crash d'avion ? Franchement, j'aurais tendance à dire A, mais si tu me poses la question, c'est que ça doit être B. Alors, 95% des gens sur Terre répondent le monde A, d'accord ? La réalité, les faits, donc ça, c'est pas des croyances, c'est des faits. Dans 100% des cas, les gens prennent soin les uns des autres. Donc, il n'y a pas eu tant de crash d'avion que ça pour qu'on fasse les tests ? Si, il y en a eu beaucoup. Ah ouais, ok. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est un exemple, hein, d'accord ? Le bouquin est comme ça, d'accord ? Il y a des milliers d'exemples, des centaines d'exemples. Je donne un autre exemple. Il y a un livre que tous les anglo-saxons ont lu, qui s'appelle Sa Majesté des mouches. C'est un truc, moi je ne l'ai pas lu. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, c'est l'histoire de gamins qui fuguent, qui se retrouvent sur une île déserte et qui vont recréer une petite société. Et dans le livre, ça se passe très très mal. C'est le chaos. Donc tous ceux qui ont lu ça pensent que l'homme est un loup pour l'homme, etc. Je pense que Donald Trump l'a lu et pour lui, il l'a appliqué. Voilà, si on n'est pas, dans cette tête à lui, être un escroc, c'est être malin, et être malin, c'est être intelligent, d'accord ? Dans son esprit à lui. Et il pense que s'il n'est pas en train d'entuber quelqu'un, il va se faire entuber. Ça, c'est sa réalité. Ce chercheur-là, Rutger Bregman, il s'est demandé, est-ce que dans l'histoire de l'humanité, c'est arrivé un truc pareil ? Et à force de recherche, il a trouvé une histoire dans les années 60, dans des îles, j'ai oublié lesquelles, mais c'est dans le livre. Et il y a 16 gamins qui fuguent en pirogue et qui sont tous sur une île pendant 5 ans. On les retrouve 5 ans plus tard, comme dans le livre. Est-ce que c'est le chaos ou est-ce qu'ils se sont organisés ? La réponse est, ils se sont organisés. D'accord ? Le contraire du livre. Donc et il s'est intéressé aussi à ce mec qui a écrit le livre. Il se rend compte que c'est un alcoolique misanthrope qui battait ses enfants. Donc finalement, ce type, il a donné une image à tous ces gens-là, au monde anglo-saxon, etc., que c'était chacun. Bon. Tout ce que je raconte là, c'est très controversé et ça bouscule les croyances de beaucoup de monde. Ce que je suis en train de raconter, tu verras les commentaires, ça agresse beaucoup de gens. Parce que tout le monde va prendre un exemple de truc horrible qui s'est passé dans l'actualité. Oui, mais c'est comme le Not All Men. Voilà. Non, mais pas moi. Non, mais d'accord, c'est pas le sujet en fait. Voilà. Et tout le monde va prendre un exemple de l'actualité qui nous fait peur, un truc horrible. Mais je vais prendre l'exemple du Covid. Quand on regarde ce qui se passait dans les informations au moment du Covid, d'accord ? Moi, la première information qui me vient à mon esprit, c'est pour montrer comment marche le cerveau. C'était un immeuble en France où il y avait une infirmière qui habitait là. Et les gens de l'immeuble, ils ont su qu'elle était infirmière, donc elle allait au front au contact du virus. Et ils ont interdit à l'infirmière de rentrer chez elle. D'accord ? On a envie de leur dire, mais vous rigolez quoi ? Le jour où vous avez un truc, c'est elle qui va prendre soin de vous. Et moi, on se dit, mais quel monde horrible, les gens sont horribles, etc. Mais ça, c'est un cas. Ça se trouve, il n'y en a pas eu d'autres. Et c'est ce qui m'a le plus marqué. Par contre, il y a eu plein d'histoires incroyables où il y avait des gens qui allaient faire la cuisine dans les hôpitaux, où il y avait des gamins de banlieue qui faisaient les courses pour leur grand-mère, etc. Donc, voilà. Et donc, quand on fait une école de journalisme, on nous dit nous ne sommes pas là pour parler des trains qui arrivent à l'heure. Seulement, c'est 3% des trains qui n'arrivent pas à l'heure.
Non, c'est 6% ou 5%. D'accord ? 5% des trains qui n'arrivent pas à l'heure. 95% des trains arrivent à l'heure. Donc, c'est une distorsion de la réalité. Les réseaux sociaux, c'est pire, on l'a dit. Une fake news, s'il ne faut plus diffuser que la réalité. Donc, ça donne l'illusion que tout ça, c'est le chaos et tout. Mais encore une fois, il y a plus de gens qui font des choses bien, il y a plus de projets. Moi, je suis fasciné par tous les gens qui changent le monde. On les appelle les changemakers, les acteurs du changement. Et c'est ceux-là qui me nourrissent, en fait. Voilà. Et souvent, un fait divers, on le prend pour un fait de société. Il y a une femme qui se fait tuer en faisant son footing, on va plus faire notre footing. Sauf qu'à la fin, on découvre que c'est son copain, etc. Machin, donc il fallait faire des footings. Vous voyez ce que je veux dire ? Non, mais c'est vrai que, bon, en fait, c'est parce que ça heurte en effet certaines personnes qui sont touchées peut-être par les horreurs qui se passent aujourd'hui dans ce monde. Ça heurte de dire qu'on vit, historiquement, la période la plus en paix de l'histoire, tu vois. Mais c'est important de s'en rappeler. C'est que ce siècle-là, le 21e siècle, est le siècle où le monde a connu le plus de paix, voilà. Le moins d'inégalités dans le monde. Bien sûr. Alors qu'aujourd'hui, on l'a dit d'ailleurs, ce qui s'est passé en Ukraine, c'est la première fois qu'il y a une guerre avec des iPhones. Donc il n'y a pas qu'une caméra de reporter. Là, il y a des caméras dans chaque individu. Et on sait que Daesh a des boîtes de prod. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc des terroristes ont des boîtes de prod. Ça veut dire que tout ça, c'est la guerre de l'image. Et tout ça, c'est quelle est l'image c'est mise en scène. Voilà, quelle est l'image qu'on a du monde. Et moi, je rêve d'un monde, ça c'est la science-fiction. J'espère que quelqu'un écrira ce scénario, que d'un coup, tous les écrans s'éteignent. Et merde, tu feras quoi, toi ? Ça veut dire que tout le monde va aller dire bonjour à son voisin, déjà, celui qu'on ne connaît pas. Et puis, on posera tous une question aux gens autour de nous. De quoi tu as le plus besoin ? Et avec cette question, on peut sauver le monde. Et ce que je vous raconte, c'est pas une blague. Il y a une association qui s'appelle Pour un sourire d'enfant. D'accord, je travaille beaucoup avec eux. Et c'est un couple de retraités qui a sauvé 12 000 gamins et leurs familles de la misère au Cambodge avec cette seule question. De quoi tu as le plus besoin ? Donc, c'est pour dire qu'il y a l'hystérie collective, les écrans, et donc voilà, c'est quelque chose d'effrayant. Et je suis comme tout le monde, s'il y a un truc, il m'arrive de cliquer sur un machin, et d'un coup, je me dis, pourquoi j'ai cliqué ? Je me suis fait avoir parce qu'il y avait une question et il n'y avait pas la fin. Et donc, forcément, mon cerveau, notre cerveau, il veut résoudre. Voilà. Donc, il y a des gens dans le marketing qui savent comment ça marche. Mais voilà. Mais pourquoi je raconte tout ça ? Pourquoi c'est important ? Parce qu'à partir du moment où on pense que le monde est un chaos et que tout fout le camp et que c'est de pire en pire, on n'a plus envie de s'engager, on n'a plus envie d'agir. Alors qu'en fait, si on montre des gens qui agissent et qui ont un impact dans la vie des autres, d'un coup, on a envie de le faire à notre tour. Et ça tombe bien parce que le monde est dans une quête de sens. Donc voilà, on sait que quand on fait quelque chose pour les autres... Frankl, qui était un grand psychiatre. Ah, je l'adore. Voilà, Frankl, il a connu les camps de concentration. Et quand on lui a demandé qu'est-ce qui donne du sens à la vie dans un camp de concentration, et il a répondu en donner aux autres. Donc, aider une grand-mère à traverser la rue, elle, dans sa tête, elle se dit ah, le monde est peuplé de gens formidables, et vous dites waouh, j'ai servi à quelque chose. Donc, c'est donnant-donnant. Et je parle de Frankl, là j'écris un livre sur l'illusion du bonheur et c'est vraiment celui de tous les philosophes que j'ai lus sur ce sujet auquel je me suis le plus identifiée, notamment parce qu'en fait il montre que le sujet c'est pas tellement comment on arrive à être heureux dans les camps, non, de toute façon tu n'y arriveras pas, et ça c'est pour ça que je dénonce pas mal Martin Seligman, c'est qu'en fait tu peux pas choisir, par contre ce que tu peux choisir c'est le sens que tu donnes, et il prend des exemples d'en fait ceux qui ont survécu, c'est ceux qui avaient un sens précis, par exemple, ils voulaient finir le livre qu'ils avaient commencé, ils voulaient voir leur enfant diplômé la fin de l'école. Et c'est ce sens qui, finalement, les a sauvés, quoi. Et j'ai trouvé ça hyper puissant, parce qu'on parle énormément du bonheur, enfin, il y a carrément des sciences du bonheur, il n'y a pas de science du sens. Ça devrait être un champ d'études, je trouve. Ouais, c'est clair. Et puis ça booste le bonheur, pour le coup, la question du sens. Oui, c'est sûr, l'un nourrit l'autre. Mais quand on s'intéresse au bonheur, c'est généralement qu'il nous a fait défaut. Quelle a été, toi, tu dirais, la période la plus difficile dans ta vie ? Alors moi, je te parlais de 0 à 15, mais je vais être obligé, maintenant qu'on en parle beaucoup, de te poser la question. Ah bon ? Pourquoi ça t'intéresse autant ? Pourquoi t'écris ? Mais alors, parce que moi, j'ai pas envie de radoter, parce que, tous ceux qui regardent le savent, mais moi, tous ceux qui regardent et qui m'entendent et qui écoutent les épisodes d'InPower le savent, mais moi, j'ai une période très compliquée de santé mentale, d'errance médicale, etc. Et où, en fait, justement, je trouvais ça très frustrant de me dire, rationnellement, j'ai tout pour être heureuse, j'ai beau méditer, faire de la gratitude, enfin, en fait, là, j'ai envie de mourir. Et donc, en fait, quand j'en suis sortie, heureusement, grâce à un psychiatre, j'ai voulu étudier, en fait, cette nouvelle science pour essayer de démêler le vrai du faux et pour essayer de partager peut-être une autre version de l'histoire. Parce qu'en tout cas, moi, celle que j'avais lue ne m'a vraiment pas aidée. Donc c'est un champ extrêmement intéressant.
Donc pour toi, c'est de 0 à 15. Oui. Ok. T'en as pas eu après? T'as pas eu un moment difficile? Non, après, comme tout le monde. Après, comme tout le monde, quand je suis viré en plein succès dont je te parlais, après, c'est des événements classiques de la vie, hein, une séparation, des choses comme ça. Et comment tu t'en remets? Parce que, en fait, ça peut, comme tu l'as si bien dit, ça peut briser. Est-ce que tu penses que c'est qu'une question de nature? C'est ça, ça aussi, c'est un champ d'étude. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que des personnes, lorsqu'il y a une épreuve, vont être boostées? Il y en a pour certains pour qui c'est comme un ressort, c'est-à-dire qu'on a beau les enfoncer, moi j'ai l'impression d'avoir vécu ça. En fait, on a beau vous enfoncer, mais en vérité, il y a un ressort de ça va faire. Et puis il y en a d'autres à qui ça va briser les jambes, casser les ailes, comme on veut. Et ça, c'est une inégalité dont on parle pas souvent. On parle de beaucoup d'inégalités, mais pas de celle-là. Et dans mon émission, le dimanche à la campagne, à 16h sur France 2, eh bien, dans cette émission, c'est vrai qu'on se pose la question beaucoup. J'écoute les histoires des gens et j'essaie de comprendre pourquoi là, le prof de théâtre dit mais non, mais quelqu'un qui fait autorité, va leur dire mais vous ne serez jamais comédienne, vous ne serez jamais comédien. Oubliez. Et pourtant, cette personne va cartonner et être très heureuse dans son métier. Et d'autres qui vont arrêter les cours et ils vont faire autre chose. Ça me fascine. Et c'est pour ça que j'ai besoin de raconter des histoires de gens qui n'ont pas lâché pour dire ne lâchez pas au premier obstacle. Regardez bien, la vie, elle est faite d'obstacles. Tout à l'heure, j'ai cité le père de Michelle Obama. Derrière chaque personne, il y a le fil invisible de son histoire. Il y a une autre phrase que je citais sans connaître l'auteur. Et c'est le chanteur Grégoire qui m'a envoyé le message. Et il sait de quoi il parle. Il m'a dit, il y a quelqu'un qui disait à chaque fois que tu croises quelqu'un, cette personne a déjà traversé l'enfer plusieurs fois. Et c'est vrai pour tout le monde. Je t'entendais dire tout à l'heure qu'il y avait des gens qui n'avaient pas eu trop de problèmes, j'y crois pas. Dans mon émission du dimanche sur France 2, il y a des gens qui ont vécu la phobie scolaire, qui avaient l'impression d'être idiots parce qu'ils n'étaient pas dans le système. Il y a des gens qui ont été humiliés par des profs. Il y a des gens qui ont été harcelés à l'école. Il y a des gens qui ont une famille toxique. Il y a des gens qui ont eu des profs qui leur ont dit tu feras jamais ça. Et c'est que des résilients. En fait, cette émission que je fais le dimanche, c'est une émission sur la résilience. J'ai l'impression que tu fais un peu ça aussi. Finalement, quand on se raconte ces histoires-là, c'est de la résilience qu'il s'agit. Et c'est vrai que c'est un concept qui donne beaucoup d'espoir, la résilience. C'est l'idée que c'est possible de s'en sortir. Mais il faut des conditions pour la résilience. Il faut faire des rencontres, il faut être capable de s'accrocher, comme les plantes, à d'autres choses, à d'autres supports que ceux qu'on avait au départ. Et donc, moi, je ne crois pas qu'il y ait des gens pour qui c'est un long fleuve tranquille. Je ne crois pas ça. Je connais des gens qui ont eu des parents merveilleux et qui, du coup, ont souffert en amour parce qu'ils n'ont jamais réussi à retrouver ce modèle-là. Il y a des gens qui ont été surprotégés sur le plan matériel et qui, finalement, ont du mal à se dépatouiller dans la vraie vie. Je ne crois pas qu'il y ait de situation idéale. Je crois pas qu'il y ait de vie mais de toute façon, c'est sûr, il n'y a pas de vie parfaite. Et contrairement à ce que les réseaux sociaux, malheureusement, parfois nous font croire, c'est aussi ce pourquoi j'essaie de lutter sur mes réseaux sociaux, c'est montrer du vrai. Mais tu vois, moi, pour avoir reçu 350 personnes sur InPower, je me rends quand même compte, parce que finalement, tu peux pas tellement te rendre compte avant, surtout quand tu commences à recevoir des personnes que tu connaissais pas avant, mais qu'en fait, il y a des personnes qui ne vivent pas les choses comme des difficultés. Tu vois, j'ai vraiment reçu des gens, ils ont vécu, comme tu dis, on a tous des moments difficiles, des deuils, des ruptures, mais fondamentalement, et moi, j'associe ça à la santé mentale, tu vois, ils ont une santé mentale de fer. Et ça, c'est le truc où, oui, je pense qu'on peut un peu muscler parce que tout est un muscle, mais qu'il y a en effet une base, une génétique qu'on ne pourra jamais changer, tu vois. Et ça peut déculpabiliser finalement de l'entendre, quoi. C'est pas, si vous nous écoutez, c'est potentiellement pas de votre faute s'il y a une anxiété contre laquelle vous ne pouvez pas vous battre, quoi. Quoi qu'il arrive, c'est pas de notre faute. Parce que c'est ce qu'on a traversé, puis il y a cette partie génétique. Tu sais, on dit que tous ces bouquins sur le bonheur, ils expliquent, en général, c'est bien expliqué au début, qu'en fait, le bonheur, on a étudié, il y a souvent l'environnement social, et pas social aussi, la psychologie de nos parents, ce qu'ils avaient vécu, et donc de nos grands-parents, etc. Et puis, il y a de la génétique, effectivement, des fois des hormones, etc. Et il dit souvent que c'est 40% sur lesquels on peut travailler. Mais là aussi, c'est rigolo. Il y a ceux qui voient le verre à moitié vide, qui disent « Oh, que 40%. » Il y a ceux qui voient le verre à moitié plein, qui disent « Ah, mais génial, je peux marge de manœuvre. 40%. » Ouais. La vraie inégalité, elle est là aussi. Pourquoi je vois le verre à moitié plein et pourquoi d'autres le voient à moitié vide? Comment est-ce que tu améliores tes 40%? C'est tout ce qu'on s'est raconté. La pleine conscience, le silence. Ouais, tout. Et puis l'expérience de la vie. C'est au fur et à mesure de l'existence, on se rend compte que... Mais si tu avais pu gagner du temps, si tu avais pu parler à... Tu vois, si tu avais l'âge là, de ton fils, ou plutôt, qu'est-ce que tu dirais à ton fils, lui, pour qu'il gagne du temps? J'ai eu la chance qu'il accepte à 20 ans de venir dans un cours d'autocompassion. Donc l'autocompassion, c'est MSC.
MSC. C'est pas les croisières, c'est Mindful Self-Compassion. Et donc voilà, c'est pour apprendre à être plus doux avec soi, parce qu'évidemment, il était très dur avec lui. Et donc du coup, ça, c'est un truc important, je pense. Parce que c'est une phrase, si on résume l'autocompassion d'une phrase, c'est « de quoi j'ai besoin ?» D'un coup, peut-être en sortant d'ici, je veux dire, j'ai besoin d'aller prendre l'air, au lieu de rentrer tout de suite dans un autre rendez-vous. Ou alors, j'ai besoin ce soir de me voir un bon film, de rentrer dans une autre histoire que la mienne. J'ai besoin de me faire un week-end avec des amis. J'ai besoin d'aller marcher seul, faire une randonnée, Saint-Jacques-de-Compostelle. J'ai besoin d'un projet. Je manque d'un projet. Donc, de quoi j'ai besoin ? Moi, si je devais résumer toutes ces années de recherche que j'ai faites, c'était en 2 phrases. La première, c'est comment je me sens là tout de suite. Parce que déjà, 1, ça désactive quand c'est négatif, mais 2, ça permet de se dire « Voilà, je me sens triste. Je ne sais pas si j'ai envie d'aller à ce dîner, en fait. » Ou alors, peut-être, au contraire, ça va me faire plaisir d'être dans l'histoire des autres et d'oublier mon histoire pendant une soirée. Peut-être que je vais même parler de mon histoire. Et du coup, ça va permettre à d'autres de me donner des clés. Donc, comment je me sens et de quoi j'ai besoin là maintenant. Voilà. Et des fois, ça va être j'ai besoin de prendre soin des autres. Ça peut être ça. Et tout ça, c'est pas. Souvent, on a opposé l'engagement avec parce que dans développement personnel, il y a personnel. Mais moi, ce que j'ai observé, je fais partie d'un collectif qui s'appelle Intériorité et Changement. D'accord ? J'ai fait, par exemple, la communication non violente. Ça, c'est pareil. J'invite tout le monde à faire ça. C'est extraordinaire. C'est presque magique. Comment parler à l'autre sans être dans le conflit permanent. Et en fait, c'est des petites clés très drôles. Par exemple, on ne dit pas tu. Si je dis ouais, mais tu m'énerves, dès qu'il y a tu, l'autre se rétracte et il écoute même plus ce que vous dites. Alors que voilà ce que je ressens. Voilà, au lieu de dire ouais, t'arrives toujours en retard, c'est. Alors je remarque que quand on n'est pas qu'il y a un de nous deux qui est pas à l'heure au rendez-vous, je me sens pas bien. Parce qu'en fait, je me dis que j'aurais dû aller faire du sport au lieu d'attendre sur le trottoir. Et voilà, donc qu'est-ce que je ressens ? Je ressens mon besoin. Donc mon besoin, c'est qu'on respecte l'horaire qu'on s'est donné. Et je te demande, lorsque tu sais que tu vas être en retard au rendez-vous, de me dire un petit message avant. Parce que le besoin, si par exemple dans un couple, ouais, on se voit pas assez, etc. Dire j'ai besoin qu'on se voit plus, c'est trop flou. Alors que s'il dit, je te demande par exemple que tous les dimanches soirs, on n'invite pas les potes, on n'est que tous les deux. Moi, ça me ferait plaisir qu'on puisse se retrouver tous les deux. Parce que là, je trouve qu'on s'éloigne. Donc dès qu'on dit besoin, il n'y a pas de débat. Si vous dites à quelqu'un, moi je crois que j'ai besoin de partir là maintenant, mais non, reste. Non, j'ai besoin de partir. Il n'y a pas de débat dès qu'on dit besoin. Donc voilà, donc si je résume ce que moi j'espère que mon fils retiendrait pour gagner du temps, c'est la pleine conscience, comment je me sens, l'autocompassion, de quoi j'ai besoin, et la communication non violente pour apprendre à parler de ses besoins. Tu nous as partagé que tu t'étais écouté sur le tard. Qu'est-ce que ça aurait changé si tu t'étais écouté plus tôt ? Alors, comme je ne suis pas quelqu'un de nostalgique, etc., je n'arrive pas à imaginer ma vie aurait été autre chose, parce que je suis le résultat de ce que j'ai vécu. Donc, c'est une première fois qu'on me pose la question, et je ne me la suis jamais posée. Oh là là, c'est dur de savoir, en fait. Ouais. Toi, tu répondrais quoi ? En même temps, toi, tu peux pas dire que tu t'es écouté sur le tard, parce que tu as 26 ans. J'ai 26, ouais, c'est sûr que j'ai commencé tôt. Mais je pense quand même qu'il y aurait des changements. Déjà, je me serais moins souci du regard des autres. Ouais. J'aurais moins fait pour avoir l'air d'eux. J'aurais vraiment été, je pense, plus fidèle à moi-même, parce que ado, je trouve que c'est le fléau quand on est adolescent. C'est qu'on essaye tellement d'être conforme, même si ça nous rend pas heureux. Je pense que j'aurais été, ça va peut-être faire plaisir à mes parents s'ils écoutent, j'aurais été plus bienveillante envers mes parents également. J'ai été très difficile, bon, pas qu'ils étaient difficiles aussi, mais j'étais pas du tout dans la compassion. J'étais dans la critique permanente. Et voilà, j'ai fait preuve de plus de compassion maintenant, parce que je me rends compte qu'on fait avec ce qu'on a. Et quand même, vu que j'ai eu mes phases un peu... moi, j'ai tendance à être très, très extrême quand je me lance dans quelque chose. Mais tu vois, ça, c'est une vraie question que je me pose. C'est pourquoi j'ai quand même des souvenirs très heureux de ces périodes-là. J'étais en contrôle, tu vois. Mais je me dirais peut-être quand même, Louise, fais gaffe. L'équilibre, c'est pas juste un concept abstrait. Tu peux te perdre en étant trop... en l'occurrence, c'était par rapport à mon poids, etc. Mais ce que je trouve assez fascinant, c'est qu'avec le recul, j'étais très heureuse à cette période. Oui, c'est peut-être pour ça que je crois pas que ça serve à quelque chose de regretter. De se dire, si j'avais su avant. En fait, moi, c'est clair que... fait, tirer des enseignements ou voir des changements ne veut pas dire qu'on regrette. Hein. Bien sûr. Mais c'est vrai, tu as raison. Je me suis dit, quand j'ai découvert la pleine conscience, c'est ce que j'ai découvert en premier, c'est après la thérapie, mais quand j'ai découvert la pleine conscience et que j'étais dans l'instant présent, je me suis dit, je me suis gâché beaucoup de moments heureux parce que j'étais anxieux.
Et par exemple, je pouvais vivre un énorme succès en terrain inconnu. On faisait une fête très méritée avec toute l'équipe. On faisait des accolades. Voilà, c'était extraordinaire. Et je me voyais avec mon verre de champagne en train de dire dans ma tête, ouais, enfin, on n'a pas d'invité pour le mois prochain. C'est-à-dire comme si j'étais le capitaine du Titanic, tout le monde s'amusait et j'étais le seul à savoir qu'on allait dans le mur. Et donc si j'avais fait de la pleine conscience à l'époque, je me serais dit là tout de suite, je suis heureux, puis on verra demain. D'ailleurs, on a toujours eu un invité. Donc ça, effectivement, j'aurais été anxieux moins longtemps. Ok. Ouais. Est-ce qu'il y a un invité que tu n'as pas eu, que tu aurais aimé avoir ? Jean-Jacques Goldman. D'accord. Mais il a fait le choix de ne plus être dans la lumière et je le respecte. C'est vrai. Et du coup, mais voilà, mais j'étais parce que j'étais assez fasciné. C'est pas ta génération, mais. Mais en effet, je crois que c'est encore à date la personnalité préférée des Français, parce que je regarde quand même ce genre de choses pour les invités, tu vois. Et du coup, moi, je peux pas l'expliquer parce que c'est pas du tout ma génération. Bien sûr. Bah, en fait, d'abord, c'était. C'est quelqu'un qui a beaucoup de talent, parce qu'en fait, chaque fois qu'il a composé une mélodie, c'est devenu un tube, c'est-à-dire que tout le monde a aimé ses mélodies, la manière dont il écrivait. Après, il se trouve qu'il a été très critiqué, alors tu parlais du regard des autres, il a été très critiqué par la presse, l'intelligence, on va l'appeler comme ça, d'accord, la presse parisienne, etc., parce qu'il était populaire, mais dans le bon sens du terme. Et du coup, un jour, il a eu tellement de critiques qu'il a payé une page de Libération. Et dans Libération, il a payé la page et il a imprimé toutes les phrases horribles sur lui. Je me rappelle du castrat endimanché, etc. Et à la fin, il parle au public et il dit merci d'être venu quand même. Et voilà, j'ai eu la chance de l'interviewer et j'avais un tout petit peu plus jeune que toi. Et j'étais à Autoroute Info à l'époque. Et, ah ouais, il passait sur Autoroute Info à l'époque. Alors en fait, non, un jour, je reçois un coup de fil à Autoroute Info. Oui, bonjour, je vous appelle pour savoir si vous voulez interviewer Jean-Jacques Goldman. Et moi, je dis Nicole, c'est bon, je t'ai reconnu. Parce que je pensais que c'était quelqu'un de la radio qui savait que je l'adorais. Et c'était vrai, Pascal Cafiz à l'époque, de Rimbaud Productions. Et donc, je l'ai interviewé dans les coulisses d'un concert à Bourg-en-Bresse. Et on devait avoir 20 minutes. Et à chaque fois qu'on nous interrompait, il disait non, c'est bon, on est passé 1h30 ensemble. Et à la fin, il m'a dit, vous m'avez posé des questions qu'on m'a jamais posées. Et ça m'a donné beaucoup de courage pour la suite. Mais je pourrais te faire le même compliment. Oh, c'est gentil, merci. Vraiment. Et ben, je vais te demander une autre question, que normalement je pose un peu à la fin, mais bon, malheureusement, on arrive à la fin, mais ça fait sens. Qui est-ce que tu aimerais entendre à ce micro ? Qui j'aimerais entendre à ton micro ? Ouais. Michelle Obama. Merci, mais tu sais que c'est la réponse que je donne ? Tu savais ? T'avais vu ? Non ? T'avais Non. pas fait de recherche ? Tu sais que pour l'anecdote, j'ai failli l'avoir. J'ai eu la chance d'être invitée par sa maison d'édition au lancement de son 2e livre. Donc je suis allée à Washington, et genre à partir de là, j'ai fait un branle-bas combat pour la recevoir. J'ai essayé d'activer mon réseau, des gens, j'ai fait un appel sur LinkedIn et tout. Au final, malheureusement, je n'ai pas pu. J'ai assisté quand même au lancement de son livre, tu vois, je l'ai vu, je lui ai dit bonjour, mais j'ai pas encore pu l'interviewer. Mais c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Et tu sais pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle t'inspire ? En fait, je suis très admirative, j'ai envie de dire, de son intelligence émotionnelle. Tu vois, pour avoir été dans la même pièce qu'elle, en fait, elle arrive à te donner un sentiment d'identification, alors que c'est une déesse vivante, tu vois. Et j'ai été vraiment impressionnée par la pertinence de ses propos, par toujours, tu vois, elle n'a pas un mot de travers, une grande accessibilité, des combats engagés. Enfin, tout ce que j'admire finalement chez quelqu'un, quoi. Et beaucoup d'honnêteté. Moi, j'ai lu son premier livre, on va dire. Ouais, Devenir. Et beaucoup d'honnêteté, d'authenticité, alors que tout ça est verrouillé, contrôlé par tous les avocats du monde quand elle écrit, forcément. Ouais. Mais il y a beaucoup d'authenticité sur son couple qui bat de l'aile à un moment donné, sur elle et sa médiatisation au début, où elle a l'impression de rater quelque chose, etc. Elle se fait pas comprendre. Tout le monde d'Amérique dit qu'elle est hystérique, etc. Avec tous les clichés qu'il y a sur les femmes noires aux États-Unis. Et elle est incroyable. Et puis, comment garder le sourire quand on sait, en lisant le bouquin, que dès qu'ils sont arrivés au pouvoir, ils ont été empêchés, puisque c'est l'impeachment aux États-Unis, et ils ont été empêchés, même pour les chouettes trucs. Voilà, les adversaires disaient bah non, c'est eux, c'est Obama qui essaie de le faire voter, ce sera non, même quand c'est pour le bien de l'Amérique. Et je me dis, mais comment on peut garder le sourire comme ça quand on voit le cynisme ambiant, en fait ? Et le cynisme, ils le connaissent. C'est synonyme avec politique, presque. Hein. Ouais. C'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois ? C'est quand la dernière fois que j'ai fait quelque chose pour la première fois ? C'est une très belle question. La poterie, voilà. La poterie avec un tour. C'était une activité qu'on a faite dans l'émission Dimanche à la campagne. Et avec
Masha Merrill, Cavana et Olivier Ruiz. On a beaucoup ri, bien sûr. Et c'est un truc dont je rêvais depuis très très longtemps. En plus, ma génération à moi, on avait un film qui s'appelait Ghost. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Non. Et il y avait une scène très érotique comme ça à ce moment-là. Donc forcément, ils ont fait un sketch. Et c'est vrai que ouais, c'était ça, la dernière chose que j'ai faite pour la première fois. Mais ça arrive souvent, j'aime beaucoup. Et pourquoi des artistes spécifiquement dans Un dimanche à la campagne ? Pourquoi est-ce que c'est des artistes que tu veux recevoir ? Alors, moi, j'ai interviewé des gens pas connus dans une émission qui s'appelait Mille et une vies. Je vais appeler Mille et une vies. Et c'était que des anonymes qui racontaient la résilience, parce que c'est mon sujet. Mais il se trouve que dans ce concept-là, c'est un flashback, en fait. C'est prenons les gens qui sont sur les affiches et vont y voir ce qu'ils ont traversé et pour arriver là. Et donc, c'est ça le concept. Donc, du coup, il faut être sur une affiche. T'as jamais voulu recevoir... parce que du coup, j'ai l'impression que tu reçois principalement en effet des personnalités publiques dans le monde du divertissement. T'as déjà voulu recevoir des leaders, des politiques, des Alors les politiques, c'est compliqué parce que j'ai la fâcheuse habitude, on m'a dit, de rendre sympathiques les gens que j'interviewe. Et moi, je connais pas les politiques, je les ai jamais rencontrés, je sais pas de quoi ils sont faits. Et en tout cas, un artiste, quand on va au fond du fond, il a envie d'être aimé. Un politique qui va me dire, donc moi ça me va ça. Mais quand un politique me dit je suis là pour vous, j'y crois pas une seconde. Et donc ça me pose déjà un problème de départ. Je sais qu'il y a des gens qui sacrifient une vie entière pour la cause publique, hein, je sais, mais je les connais pas. Donc voilà, j'ai une forme de méfiance, on va dire. Et du coup, c'est pour cette raison-là. Ok. Après, le monde de l'entreprise, je connais mal. On va dire, alors ils ont des visages moins connus, en tout cas pour des heures de grande écoute sur une grande chaîne comme France 2. Mais peut-être qu'un jour, dans un podcast futur, peut-être que je recevrai effectivement ces gens dont on dit qu'ils sont les plus riches du pays. Ça me fascine. Par exemple, moi qui m'attache toujours au moteur qu'on a, avoir un toit sur la tête, c'est un moteur universel. Par contre, être plus riche que le mec d'à côté, ça m'échappe un peu. Donc du coup, ça m'intéresserait de savoir ce qui les motive, ce qui les excite. Ouais. Mais je pense à des industriels de ce pays ou d'ailleurs. Ouais. Mais c'est vrai, je connais pas tous les univers. Non, mais c'est sûr que je pense qu'ils sont motivés. C'est propre à chacun et chacune. J'ai l'impression qu'il y en a qui voient ça comme un jeu, tu vois, passer au niveau d'après, être stimulé par ça. Mais je pense que tu as tout à fait raison sur le côté, les motivations profondes. Et le sens surtout. Sont différentes. Il y en a, c'est le pouvoir, voire la domination. Et d'autres, c'est juste l'amour de l'autre. J'ai la chance d'avoir rencontré Frédéric Mazzella, je ne sais pas s'il est venu ici. Pas encore. Non, alors je dis pas encore, mais je pense que je ne saurais pas, parce que comme il est passé partout, et ben moi j'aime pas trop les gens qui passent partout. Il a déjà raconté son histoire, mais il est très sympathique. Moi je l'aime bien, c'est Thomas Pesquet qui me l'a présenté, c'est un ami à lui, et il a créé donc Blablacar. Et il a écrit un livre, je ne pensais pas que ça allait m'intéresser, parce que finalement le monde de l'entreprise, c'est pas mon monde, et j'étais assez fasciné, et il a une théorie. J'arrive pas à savoir si c'est dans son livre où il me l'a dit, mais je crois qu'il me l'a dit. Et moi j'adore, j'ai plein de théories aussi comme ça. Et il m'a dit, pour moi, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui cherchent le pouvoir, d'autres qui cherchent la liberté. Et là j'ai compris pourquoi je m'entendais pas avec certaines personnes à l'époque de ce métier, parce qu'ils cherchaient le pouvoir et moi je cherche la liberté. D'ailleurs quand j'arrête, il y a 5 ans, c'est ça au fond. Je suis obsédé par ça. Même si la liberté c'est un sujet du bac, hein, on pourrait parler des heures. Oui. J'adore, voilà, c'est le principe de la philo. C'est pour ça que tu habites, si c'est encore le cas, dans les Cévennes ? C'est pour avoir plus de liberté ? Oui, c'est clair. C'est surtout la liberté d'être dans la nature, qui est pour moi un besoin primaire. Et la liberté de ne croiser que des gens que tu aimes bien. Parce qu'en fait, comme il n'y a pas grand monde, tu ne vois que des voisins que tu as choisis, que des gens que tu aimes bien, etc. Alors quand tu es en ville, tu croises plein de gens que tu connais pas ou que tu n'as pas choisi. La liberté, du temps long. La liberté, c'est vrai. Oui, t'as raison, j'avais pas fait le rapport. Mais surtout le verre. Moi, j'ai besoin du verre. J'ai quelques dernières questions pour toi. Déjà, et je te remercie parce que tu en as déjà partagé, mais on n'en a jamais trop. Si tu avais une ressource, ça peut être un livre, un film, une émission, qui t'a particulièrement marqué et que tu aimerais recommander aux personnes qui nous écoutent, qu'est-ce que tu recommanderais ? Il y a des livres, il y en a beaucoup. Alors donc j'en ai cité Rutger Bregman. Je citerai un autre livre d'un homme qui s'appelle Hans Rosling. Je ne pourrais pas le rencontrer parce qu'il a disparu, mais c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Hans Rosling, il a écrit un livre dont le titre est en anglais qui s'appelle Factfulness, mais c'est un livre en français. Et c'est sur l'idée qu'il n'y a pas de rapport entre les peurs qu'on peut avoir dans notre société et les réelles menaces. Il n'y a pas de rapport. C'est ce qu'on racontait sur la manière dont les écrans, les médias nous racontent le monde. Et bien en fait, ça remet les choses en place, c'est les faits. Par exemple, un Américain, 52% des Américains pensent que quelqu'un de leur famille peut mourir dans un attentat. La réalité des faits, c'est 0,000, je sais plus combien. Donc c'est proche de zéro. Et du coup, c'est
c'est fascinant parce que ça marche pour plein de sujets comme ça. Et donc c'est une manière de sortir de l'hystérie, on va dire, de l'hystérie collective comme ça, et d'être dans les faits. Les faits, voilà. Un fait divers n'est pas un fait. Pardon, un fait divers n'est pas un fait de société. C'est un fait divers. C'est souvent un fait isolé. Et alors qu'en fait, on a l'impression que c'est un fait de société. Et donc voilà, Hans Rosling, pour faire du bien, donc ça fait du bien parce que ça change sur notre représentation du monde qui fait peur. J'ai bien les livres de Christophe Hague, je ne sais pas si tu l'as reçu. Non, je ne l'ai pas reçu. Sociologue, ouais. Il a écrit un bouquin sur la chance qui est très documenté, qui est très intéressant. Parce que finalement, est-ce qu'il y a des gens qui ont plus de chance que d'autres ou est-ce qu'il y a des gens qui voient la chance ? C'est un vrai sujet qui va t'intéresser. Très très carrément. chouette. Et puis, il en a écrit un autre sur la contagion émotionnelle. Là aussi, c'est fascinant, surtout dans les grandes villes. C'est-à-dire que tu peux sortir de bonne humeur chez toi et 2 minutes après être de mauvaise humeur parce que tu as croisé un autre être humain qui était de mauvaise humeur. Ça rend comme tout ce qu'on regarde sur les écrans. C'est quoi l'émotion ? Tout ce qui est sur les écrans, globalement, je fais exprès globalement, ça provoque quel genre d'émotion en général ? C'est une très bonne question. Ce que tu vois sur les chaînes d'infos, ça provoque quoi comme émotion ? Alors, sur les chaînes d'infos, je dirais de la peur, de l'anxiété. Voilà. Mais tu vois, moi, quand tu m'as posé la question, je me suis vue, parce que c'est un truc contre lequel j'essaie de lutter, mais j'ai tendance à maintenant passer mes temps morts. Heureusement, j'en ai pas beaucoup, mais sur TikTok, tu vois, ou sur Reels, sur Insta. Et finalement, je ne ressens rien, mais juste, ça me distrait. Et c'est un vrai sujet, je me dis presque que mon prochain livre sera là-dessus, mais pourquoi ce besoin de distraction ? Pourquoi l'humain a ce besoin de distraction ? Parce que vraiment, ça n'apporte rien. Et du coup, j'ai pas la réponse. Franchement, je ressens rien, si ce n'est un peu de légèreté, mais est-ce que c'est une émotion ? Parfois, ça peut être de l'inspiration quand il y a des contenus vraiment inspirants, mais l'immense majorité des contenus sont médiocres, tu vois. Vraiment, pour ce que je vois, je ne saurais expliquer. T'as toi cette consommation-là ? Non, moins. Okay. Mais c'est encore une fois, c'est générationnel. Ouais. C'est que mon fils, c'est son addiction, il en parle. C'est ça, c'est YouTube. Il passe à regarder des vidéos sur YouTube et à suivre les recommandations. Et encore YouTube, comme c'est plus long, je trouve que c'est déjà, ça a déjà plus de valeur ajoutée, tu vois. J'entends, mais bon, le temps d'écran, c'est important de le regarder de temps en temps. Oui, c'est sûr. Parce que tout ça, enfin tu le sais, notre attention, c'est ce qu'il y a de plus cher dans l'histoire de l'humanité aujourd'hui, dans l'humanité aujourd'hui, c'est plus cher que le pétrole et l'or, notre attention, d'accord ? Toutes les fameuses données personnelles. Donc c'est quand même, on a affaire quand même à des gens qui nous volent nos données personnelles, même si la législation de temps en temps leur demande de nous demander notre avis, mais vous avez vu la longueur des trucs, souvent... on clique sur accepter, quoi. Voilà. Moi, pas souvent, mais des fois on peut pas parce qu'ils trichent, en fait, on n'arrive pas. Et donc voilà, ils nous volent nos données et ils les vendent. Et après, ils se vendent d'être CAC 40. Donc ça veut dire qu'il y a un gars qui se vend de nous avoir volé et d'avoir vendu ce qu'il nous a volé. C'est le monde dans lequel on est. Et du coup, je parle de ce monde-là. Donc la contagion émotionnelle, il parle beaucoup de ça, en fait, de cette manière dont la peur est contagieuse et que ça peut être dangereux parce qu'un être humain qui a peur, il est capable du pire. On l'a vu avec le Covid. On l'a vu. La contagion de la peur, ça a été vraiment un exemple parfait, quoi. Donc voilà. Alors après, quand tu m'as dit ressources, il y a un livre de Christophe André, je les aime tous. Mais il y en a un qui s'appelle Consolation. Ah bah je l'ai dans ma valise parce que je me suis dit que j'allais l'envoyer à une amie. Voilà, qui est très beau, très 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 subtil. Il faut vraiment avoir beaucoup d'années d'expérience à la fois de l'humain et d'écriture pour ça, et qui est une puissance extraordinaire quand on a envie de consoler quelqu'un mais qu'on ne sait pas comment. On va découvrir que notre présence est parfois suffisante, ou quand on a besoin d'être consolé et qu'on n'entend pas ce qu'on a envie d'entendre, etc. Donc consolation, je trouve que c'est très très beau. Voilà, je pense. C'est déjà pas mal, je te remercie. Est-ce qu'il te reste des rêves que tu as envie d'accomplir ? Oui, bien sûr. Je rêve de réaliser un film de fiction. Ok. Et on pourrait dire que sur la fiction, c'est un peu de la procrastination à l'échelle d'une vie. C'est-à-dire que c'est la peur. Parce qu'en fait, quand on a des rêves comme ça, souvent... Moi, c'est ça, mais pour d'autres, c'est d'autres rêves. Moi, par exemple, je me suis dit, c'est dur de quitter un truc où je me débrouille pas mal pour peut-être découvrir que je suis nul. C'est-à-dire, moi, je crois que je vais faire des films super, mais peut-être que je vais découvrir que je suis nul. C'est pour ça qu'on hésite à y aller souvent, où il y a trop d'obstacles, etc. Donc ça, c'est un rêve que j'ai, effectivement, de réaliser ma première fiction. J'ai lu récemment, alors je sais plus exactement où, mais qu'en fait, pour se détacher du perfectionnisme et de la peur de l'échec, il fallait faire des activités qui nous font du bien sans chercher à avoir un quelconque résultat. Et donc, en fait, commencer des activités dans lesquelles on est nul. Et ça m'a vraiment fait réfléchir. Et je me suis dit, c'est vrai que je fais pas assez ça, tu vois. Je sais pas, commencer un instrument, tu vois, faire de la poterie ou faire de la peinture. Même si t'es nul, même si c'est pas beau, le faire juste pour le plaisir de faire et pas pour le résultat.
Ouais, j'entends. Mais je comprends. Et mon fils, c'est rigolo parce qu'il est assez perfectionniste. Et malgré le stage de compassion, des fois, parce que c'est comme, faut le pratiquer. Hein, si on vous donne les outils, puis après, c'est comme une haltère. Si vous faites que la toucher, ça, vous n'aurez pas de muscles. Mais si vous faites l'exercice, oui. Et donc, il faut faire l'exercice. Ça lui arrive de ne pas faire l'exercice. Et du coup, il a commencé à faire des concours de jeux vidéo. Il crée des jeux vidéo avec des potes. Et c'est des concours, ça tombe bien parce que c'était justement fait un truc, je sais plus quel était le terme, silly ou un truc comme ça, un peu idiot, je sais pas quoi. Après il dit bon, je crois qu'on a triché parce que c'est pas mal ce qu'on a fait. Mais le fait qu'on lui dise faites un truc idiot, ça les a détendus pour le premier concours qu'ils ont fait. Après ils ont pas arrêté d'en gagner d'autres. Et du coup parce qu'il y avait ce truc-là, ce que tu viens de dire, c'est dire allez c'est pas grave, on fait un truc nul. Ouais. Se détacher du résultat. C'est pas grave de faire un truc nul. Ouais. Écoute, je vais te poser la dernière question du podcast, la question signature. Ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie ? Moi, je pense que c'est prendre soin de soi. Parce qu'on ne peut pas prendre soin des autres si on ne prend pas soin de soi. Tu connais l'histoire t'en as parlé beaucoup ici. Mais je vais le raconter quand même pour ceux qui auraient raté, parce que moi, je l'ai vécu. Non, mais en plus, c'est pas ici qu'on en a parlé. Alors, à l'âge de 20 ans, j'ai pris l'avion pour la première fois de ma vie, c'est vrai. Et j'étais très attentif. J'allais à New York. Et j'étais très attentif aux instructions, parce que je me suis dit, alors, qu'est-ce qu'on doit faire en cas de... Et donc, en cas de dépressurisation, les masques à oxygène vont tomber. Et la phrase d'après est... Vous mettez d'abord le masque sur vous avant de le mettre à la personne à côté. C'est intéressant parce que beaucoup de gens à qui je pose la question, même qui prennent l'avion, se trompent. D'accord ? Et donc il dit ça, mettez-vous le masque d'abord. Et moi je pense à ce moment-là, ah bah d'accord, alors c'est le chaos, moi d'abord, les autres on verra plus tard. Et Christophe André, donc toujours le même, dit mais comment vous voulez aider les autres si vous ne respirez pas ? Donc la métaphore est simple à comprendre. Dans la vie, comment est-ce qu'on peut aider les autres si on ne prend pas soin de soi ? Beaucoup de soignants sont en burn-out. Beaucoup de gens qui prennent soin des autres sont en burn-out parce qu'ils ne prennent pas soin d'eux. Donc prendre soin de soi, c'est pas égoïste, c'est être capable d'être attentif à ses besoins, dire ce week-end je pourrais pas prendre soin d'eux, il faut que j'aille prendre soin de moi, et puis après je serai plus fort. Et je l'ai vécu dans ma vraie vie, ça, des trucs incroyables comme ça, où quelqu'un venait de me faire un massage et j'étais capable avec mon fils d'aider quelqu'un qui avait besoin dans la rue, etc. Jusqu'à 5h du matin, c'est une histoire rocambolesque, mais parce qu'on venait de me masser et de prendre soin de moi. Je pense pas que j'aurais eu la force de le faire ce jour-là sans ça. Donc faire accepter qu'on prenne soin de soi, enfin prendre soin de soi, être attentif à ses besoins, donc. Et ensuite on peut prendre soin des autres, et prendre soin des autres, c'est changer le monde. J'adore, c'est une dernière phrase vraiment très inspirante. Merci beaucoup Frédéric pour ce moment. Pour les personnes qui désormais veulent en savoir encore plus sur toi, sur tes émissions, où est-ce que tu veux qu'on les redirige ? France 2, c'est le dimanche. Alors il y a les replays pour les gens de ta génération sur France 2, et je peux dire qu'un dimanche à la campagne, c'est quelque chose qui donne beaucoup d'espoir, justement, qui donne la pêche, qui donne envie d'entreprendre. Et surtout, je me permets de rajouter, si vous écoutez InPower, je pense que l'émission vous plaira énormément parce que voilà, c'est le même concept avec plus d'invités et des personnalités très inspirantes. On a les mêmes valeurs. Donc, et ton Insta, je mettrai aussi dans la barre de description. Mon Instagram, mon Facebook et tout ça. Voilà. Super. Je partage mes aventures. Merci beaucoup Frédéric. Merci et puis peut-être à bientôt.